Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Ibrahim, un grand de mon quartier à l'ancienne, qui a vraiment percé, à mon sens, quand j'ai vu ses résultats. En fait, lui, il m'a mis devant le fait accompli. Dès que j'ai vu les résultats de tout son acharnement, de tout son travail, je me suis vraiment mis deux claques et ça m'a motivé à avancer dans la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'il parle un peu de son parcours, plus ou moins de comment ça se passe et pourquoi pas nous inspirer, nous, à avancer, à faire tout ce dont on a envie et tout ce qu'on souhaite faire en fait. Ibrahim, comment ça va? Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Salam Abdoulaye. Salam. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Ibrahim Abba. Je suis un mec du Mont-Gaillard. J'ai grandi là-bas, j'ai évolué là-bas. Je suis comédien modèle et à mes heures perdues, chauffeur de taxi parisien. Je trouve que c'est important de le préciser parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière justement pour avoir un détachement du milieu parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux quand tu es comédien, à mon sens. Et que ça m'a aidé aussi à financer tout ce qui est mes cours de théâtre, mes cours d'acting, Ok. mes coachings et tout ça. Ok. Du coup là, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es chauffeur de taxi et comédien. Je suis un chauffeur de taxi qui fait du cinéma. D'accord. Là, tu nous as dit tout de suite que tu venais du quartier du Mont-Gaillard, tu vois. Tu peux nous rappeler comment, plus ou moins, s'est passé ton enfance? Moi, j'imagine que c'était que le foot, mais comment t'en es venu à vouloir faire du théâtre, de la comédie? C'est quoi le rapport avec... Déjà, nous, j'ai grandi avec les Pets de la R. Je ne sais pas si tu connais, on avait une équipe, on s'appelait les Pets de la R, c'était les petits de la Ruche, parce que je viens du quartier de la Ruche Oui. à la base. Et nous, on avait une équipe, on faisait du rap et il y avait une bonne équipe de foot aussi. Oui. On tapait tout le monde au Havre, même si les gens ne sont pas d'accord. On a tapé. L'épée de la R? Ouais. Ça te dit rien du tout? Non. C'est avec, il y avait Guelaj, il y avait Adam Abba, Adam Assar. Guela, il y avait c'était des Daouda. bons joueurs, ça. C'est pour ça qu'on avait une très bonne équipe de foot. Mais moi, j'étais pas le meilleur de l'équipe. Donc, j'étais plus le côté en mode businessman du truc où dès qu'il y avait un tournoi, je faisais mon petit coin où je vendais des sandwichs merguez avec les canettes et tout ça. T'es malin. Je faisais de l'oseille Ouais. à côté de mes frérots qui, eux, tapaient toutes les autres équipes des autres quartiers. D'accord. Ouais, t'as déjà eu un... Toi, t'étais pas bon dans le foot, mais t'as cherché où t'étais bon et... t'as J'étais fait le truc. lucide, j'ai dit bon, t'es éclaté au foot, fais de l'oseille, tout simplement. En plus, toi, t'étais avec des vrais vanneurs, tu vois. Et je sais que quand t'es avec des vanneurs, c'est très dur de faire ce que t'as envie de faire parce que le regard de gens, il est un peu puissant, tu vois. C'est très dur de s'assumer, Ouais. concrètement. Mais au-delà de ça, après, ça forge aussi un mental. C'est-à-dire, si tu arrives à te sortir de ces griffes-là de mecs qui te taillent, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Mais comment ils réagissent quand tu leur dis « Ouais, moi, je veux faire comédien, je vais à Paname, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Je te fais la chronologie. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles d'un ancien du quartier qui s'appelait Pascal. Gangam. Ouais, exactement. Oui. C'est lui qui nous a initiés à ça. Je crois qu'on avait peut-être 16 piges. 16 piges, il nous a initiés à ça. On a écrit un court-métrage. Ok. Et dans ce court-métrage, si je me rappelle du synopsis, c'était une équipe de mecs de quartier qui préparait un braquage. Et dans cette équipe-là, il y avait un ghetto youth efféminé. Ouais. Et c'était qui? T'étais efféminé? Non, mais c'était le personnage. Ah. C'était le personnage, il s'appelait Mathéo et il était efféminé. Et je sais pas, moi j'avais ce détachement de capter que Ibrahim, moi, je suis pas Mathéo, c'est deux trucs carrément différents, mais j'avais cette intelligence, en tout cas précoce, de capter que c'est un rôle que tu joues et que j'arrivais à avoir ce recul de jouer Mathéo, en tout cas. Et Mathéo, c'est un surnom qui m'a suivi pendant des années au quartier. Où dès qu'on voulait me vanner, c'était « Hey, Mathéo !» Parce qu'en gros, le fait d'assumer un côté efféminé, et on a ça dans une vidéo, c'était un peu... dossier. C'était un dossier, exactement. Elle est où la vidéo, là? On l'a pu. Inch'Allah, elle n'existe plus. Pascal, lui, il est encore dans les trucs, Justement, Pascal, je crois qu'il m'a... comme il m'a vu après dans d'autres projets, il m'a dit, toi, si je veux, je peux tuer ta carrière. Et donc, il me faisait du chantage vite fait pour rigoler. Mais ouais, je pense qu'il doit avoir encore les vidéos, Pascal. Ouais. Mais il est encore dans tout ça. Des fois, je vois son nom à France 3, tout ça. Même s'il voit la vidéo, je lui ai envoyé une invitation, comme je suis au théâtre en ce moment, et que je sais qu'il est à Paris assez souvent. Je lui ai dit qu'il vienne au théâtre de la Renaissance pour qu'il puisse voir un petit peu la graine qu'il a semée, ce qu'elle est devenue un petit peu. D'accord. En fait, c'est à partir de ce truc-là que tu as dit, putain, j'ai kiffé, machin. En fait, ce truc-là, c'était vraiment en mode...
putain, c'est stylé. Le plaisir que ça m'a procuré, je me suis dit, putain, d'incarner quelqu'un qui n'est pas toi à la base. Moi, j'ai kiffé ma race et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de tester. Sauf que, encore une fois, quand tu es dans un environnement, on va dire, qui n'est pas propice à ça, de vouloir assumer ce que tu veux faire, je pense que la première fois où j'ai dit, hey, je vais devenir comédien, elle m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes, Omar Sy de Lidl. Omar Sy, t'es déjà... J'ai dit, oh, c'est chaud. Bref, j'ai pas assumé. J'ai dit, mais non, je rigolais. Donc, j'ai pas assumé. Et finalement, c'est un truc qui restait en moi et que j'ai dû attendre des années plus tard pour pouvoir l'assumer. Quand tu as dit que tu ne l'as pas assumé, c'est-à-dire que t'allais peut-être entamer les démarches et parce qu'on t'a mis un peu de... Moi, quand je le sors spontanément, je me dis, vas-y, ils vont m'encourager, ils vont me donner de la force. Bien sûr. Et quand j'ai vu la réaction de mes frérots, j'ai dit, ah, chaud. Donc, je me suis tué, j'ai pris sur moi, mais j'ai dit, mais non, mais je rigolais, j'assumais pas. Pour toi, tu as bien réagi ou tu as mal réagi, du coup? J'ai réagi sur le coup. Bien ou pas bien, je sais pas, mais en tout cas, c'était plus le côté en mode, peut-être c'était pas le moment. J'étais jeune, hein, je te parle de ça, je devais avoir 22 piges. D'accord. Donc, j'étais très jeune. Et tu faisais quoi dans la vie à 22 piges? Un truc que t'aimais? Je vendais des t-shirts. Ouais, en gros, je vendais des t-shirts Van Dutch, Fuck Me I'm Famous. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment, j'avais bombardé le Havre avec ce genre de t-shirt. Toi, t'étais un fashion. J'étais un fashion à cet âge-là. Ouais. Et j'avais acheté une Mégane 2, je me rappelle, je mettais des t-shirts dans le coffre et je tournais dans tous les quartiers. Et bref, et finalement, je me suis contenté de faire mon oseille jusqu'à un moment où je me suis dit, vas-y, je me vois pas faire ça toute ma life. Et je me suis dit, vas-y, je me barre à Paris. Je suis parti à Paris parce que j'habitais 1 an en Angleterre avant. Où ça? À Liverpool. D'accord. J'ai mon pote Anthony Le Talec qui jouait au foot là-bas. Ouais. Et moi, j'avais un de mes rêves aussi, c'était de parler anglais. Donc, j'étais là-bas, lui, il jouait au foot là-bas. Et moi, je vendais des pancakes, des crêpes là-bas. Ouais. Ouais, t'as toujours été entrepreneur. Je pense que je l'avais en moi, ouais. Ouais, je pense, oui. Oui, c'était un truc... Parce qu'il faut se dire... Tu sais, quand tu dis à des gens, ouais, je vais vendre des pancakes ou je vais vendre des t-shirts, il y a plein de gens, ils trouvent des problèmes où toi, tu vois que des solutions, quoi. Ouais, moi, j'essaie de tirer un bénéfice dans toutes les expériences de vie que je peux avoir, on va dire ça comme ça. D'accord. D'accord. Et du coup, tu étais chez Le Talec 1 an et juste après, tu es parti à Paname. Je traînais avec Anthony là-bas, qui m'a présenté un gars qui s'appelle Youssef, un rebeu justement qui avait son entreprise de pancakes et qu'on tournait dans tout l'Angleterre, dans tout le Royaume-Uni où on se levait à 5h du matin avec son camion, on faisait tout l'Angleterre. C'était une expérience de gueudin. J'étais super mal payé. Mais je le faisais pour l'expérience parce que c'était un kiff de traîner avec Youssef, parce que j'apprenais la vie avec Youssef. Donc ça m'a fait grandir. Et finalement, mon daron, il m'a passé un coup de fil une fois. Il m'a dit, hey, gros, c'est mieux que tu ramènes du bif à la baraque, donc viens faire un petit truc sur la capitale proche de nous. Et je suis devenu chauffeur de taxi à ce moment-là. Parce que mon daron, il voulait faire taxi et il m'a dit, teste taxi, tu regardes si ça te plaît ou pas. Ouais. Et si ça te plaît, continue. Si ça te plaît pas, tu feras autre chose. Quand tu dis ton daron, il voulait que tu ramènes le bif à la baraque, c'est ton daron, il voulait que tu construises ton avenir ou il avait raf que tu sois là-bas en train de t'amuser? Que tu le veuilles ou pas, nous, nos parents, ils comptent sur nous. Les mecs, ouais. Que tu le veuilles ou pas. Moi, je suis l'aîné de ma daronne. T'es un halpoula. Je suis un halpoula. Pour ceux qui savent pas. Ouais. Que tu le veuilles ou pas. Nous, on est perçus comme étant un investissement, tu vois. T'as dit t'es l'aîné, non? De ma daronne, ouais. Ah, d'accord. De ma daronne. Et ça veut dire que quand il m'appelle, il me dit, vas-y, il faut que tu contribues, on va dire, aux finances de la baraque. Donc moi, je reviens sur la capitale, je fais ma formation de taxi. Et je me dis, vas-y, je reste 3, 4 mois, 5 mois max. Et finalement, ça fait 16 ans que ça fait 5 mois. Donc, j'ai trouvé mon plaisir aussi dans le taxi. Donc, parce que c'est un métier qui est hyper cool. C'est bien. Non, c'est bien. Après, ce qui est bien dans tous les métiers artistiques, un peu, c'est que tu peux... moi, je sais pas si tu sais un peu... Moi, aujourd'hui, là, je vends des livres à droite à gauche. Non. Et en fait, moi, j'ai réussi à trouver un taf qui me permet d'écrire mes livres. C'est-à-dire que je travaille la nuit dans un foyer. Et pendant que les enfants dorment, moi, je suis censé surveiller. J'écris mes livres dans le silence, tac, 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 tac. Après, je les vends à droite à gauche. Et dans le métier de taxi, tu crois que ça, c'est bien pour le métier d'acteur, dans le sens où toi, tu peux écouter soit écouter tes dialogues ou les jouer dans ta tête pendant que tu conduis ou rien à voir? Mais je vais être en toute transparence avec toi. Hein. Pour moi, c'est complémentaire. D'accord. Moi, je pense que si j'avais pas été chauffeur de taxi, j'aurais pas pu m'épanouir dans mon métier de comédien, sûr et certain.
Pourquoi tu changes de personnalité quand tu conduis? Déjà, après, maintenant, je vais être très. En fait, le taxi, dans tous les cas, il y a une liberté que je ne retrouverai pas dans aucun autre métier. Parce que le métier de comédien, c'est instable. Des fois, tu travailles, des fois, tu ne travailles pas. C'est instable, mais est-ce que c'est suffisant? En fait, toi, tu arrives à gérer ta thune. C'est pas genre tu reçois 300K, j'abuse quand je dis 300K, mais tu reçois 30 000 et tu peux rester 30 mois sans rien recevoir, par exemple. Tu vois, et là, tu soulèves une problématique. Je pensais même pas qu'on allait la soulever. Nous, on n'a pas eu d'éducation financière. C'est-à-dire que quand tu as un gros chèque qui tombe, moi, le premier gros chèque, quand il tombe, je suis en mode c'est quoi ce délire? Je fais quoi? Afrique du Sud. Tu vois, tu sais pas gérer le bif. Non, mais pour moi, tu as eu raison, mais tranquille. Non, après, alhamdoulilah, je pense que j'ai réussi à rebondir bien, mais les premiers gros salaires, quand ils tombent, je te dis la vérité, ouais, tu te dis ouais. Ah ouais? Oui, en fait, moi, je me dis, tu as eu raison. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une victoire, déjà, d'avoir eu un salaire de ce que toi t'aimes. Et aussi, tu es aussi chauffeur de taxi. Si tu me dis que tu que ça et que tu vas en Afrique du Sud, là, je dirais oui, lui, il est con. Mais si tu as un petit taf à côté, tu peux te faire un petit kiff. Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, moi, j'ai commencé assez tard à prendre du bif dans ce milieu. Ouais. Assez tard, c'est-à-dire à 24, 25? Non, plus tard. 25 ans? Moi, mon premier cours... Mais t'es fou, encore plus tard que ça. Moi, quand je quitte... quand j'arrive sur la capitale en tant que chauffeur de taxi, j'ai 25 ans déjà. D'accord. 25 ans, je sais que je veux devenir comédien, mais je sais pas comment procéder. Ça veut dire que je cherche, je me dis, vas-y, j'ose pas frapper aux portes des écoles parce qu'il y a ce complexe de t'es un mec de quartier, t'es renois, tu viens de province et t'as l'impression qu'ils vont te rironner. T'avais pas de modèle peut-être? Aucun. À part Omar Sy qui avait percé, mais tu le regardes comme quelque chose d'inaccessible. Oui, mais lui, il est comme nous. Moi, c'est ça qui me choque. C'est un renoir, Alpoulard, qui vient d'un quartier. Exactement. Ouais, figure-toi que ce que tu viens de dire, ça résonne dans ma tête à ce moment-là. Et pour te mettre dans la confidence, moi, je suis son parcours à Omar. Je suis archi fan de ce qu'il fait. Mm-hmm. Et même, je suis ce que Hélène, si elle fait, sa femme, avec la sensation c'est que du bonheur, ce qu'ils font au bled et tout ça. Moi, je suis archi admiratif de ouf. C'est KDB. Je suis archi admiratif de ouf. Et il se trouve que donc, je follow Omar comme tout Renoir, Halpoulard qui se respecte. C'est normal. Et je suis aussi LNC parce que je kiffe ce qu'elle fait avec C'est que du bonheur. Et j'avais un dream où c'était d'aller avoir une expérience aux États-Unis. Donc, aux States comme acteur? Au début, je ne sais pas si c'est en mode acteur que je veux faire ou pas, mais en tout cas, j'ai envie d'aller aux États-Unis et je me dis, il faut que je teste un petit peu ce qu'il en est. Et spontanément, je prends mon téléphone et j'envoie un message à LNC. Oui. Je me dis, elle va même pas me donner là. Je me dis, elle va même pas me calculer. LNC, pour ceux qui savent pas qui c'est? C'est la femme de Omar Sy. La plus galsène des caucasiennes, peut-être, on va dire. Ouais. Parce qu'elle contribue beaucoup au Sénégal. Et je lui envoie un message comme ça, spontanément. Bonjour Hélène. Voilà, j'aimerais bien avoir une expérience aux États-Unis. Pourquoi pas en tant qu'acteur? Qu'est-ce que tu en penses? Même pas 10 minutes, elle m'a répondu en mode merci pour ton message, parce que j'avais envoyé aussi des félicitations à Omar et tout ça. C'était quoi, sur Insta? C'était sur Insta? Sur Insta. D'accord. Et elle me donne son avis sur le fait d'abord essayer de faire un truc concret en France. Et moi, je me dis, elle va s'arrêter sur ce conseil. Que nenni. Elle m'envoie en mode, tiens, si tu veux, je te passe le numéro d'une coach. Et cette coach, tu viens de la part de Omar et Hélène. Alors que Hélène ne m'a jamais rencontré, elle avait juste vu que j'étais hyper actif sur les réseaux. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Ton Insta était crédible? Oui, bien sûr. Je ne suis pas venu en mode... Non, parce que là, tu as l'air d'être surpris, mais c'est peut-être ton taf en amont qui a fait que putain, c'est bien ce qu'il fait. Putain, il est cadré, il est sérieux. Oui, je pense, bien sûr. Je pense qu'elle a dû voir quand même que j'étais un charbonneur, que j'étais un mec qui en voulait. Donc, elle va pas mettre sa crédibilité comme ça, à la donner à n'importe qui. Donc, oui, je pense que mon Insta, il était crédible. Ouais. Qu'elle me donne justement le numéro de cette coach qui est hyper réputée dans le milieu du cinéma, qui s'appelle Karine Nuris, qui est une meuf qui, pour moi, je peux le dire, hein, c'est un mentor. Pour moi, c'est la meuf qui m'a appris tout ce qu'il y a dans le métier d'acteur. C'est elle qui me l'a appris. Genre, il y avait un avant et un après Karine, tu crois, dans ta façon de c'est une évidence. C'est indéniable. Moi, quand je vais à Paris et que je fais des castings, déjà d'une, c'est des castings que j'ai dû arracher
avec les danses où j'ai dû chercher sur Internet à savoir comment trouver des opportunités. Ouais. Et à cette rencontre avec Karim qui est décisive. Quand on se rencontre, je pense qu'il y a un coup de foudre artistique et humain. D'accord. Vraiment, c'est c'est ma grande rosse. C'est en mode, bon, lui, je vois que Tu parles dans l'âge ou dans la bienveillance? dans la bienveillance de fou. D'accord. Dans la bienveillance, dans le partage, en mode, ce mec, il en veut, il connaît personne. Bah, je vais lui donner de la force. Moi, c'est comme ça, je l'ai perçu, ce truc. Et donc, c'est une coach. Hein. Donc, une coach dans le cinéma, c'est genre... c'est comme dans le foot, en vrai. Elle te prend, elle te dit en mode, voilà, ça, tu le joues comme ça tu l'incarnes comme ça. Elle m'a appris vraiment les bases de la base de la base. D'accord. Et quand tu arrives dans son cours, pour te donner une image, c'est comme si moi, j'arrive où j'ai les bases du cinéma et on te fait jouer avec Neymar, avec Mbappé, avec Messi. C'est comme ça. Avec des cracks, tu veux dire? Que des cracks. Pas connus, mais des cracks. Bah, en fait, c'est comme si je viens en cours. Quand j'arrive, moi, je suis en mode... limite, excusez-moi d'être là. Ouais. Et tu vois des gens qui sont déjà à l'affiche au cinéma. Ah ouais? Bah oui, c'est une dinguerie. Moi, je viens du Havre. Je sors de mon truc de taxi. Je connais personne. LNC passe D. Karine. J'arrive, je vois de... Waouh. Je dis, ah ouais, dinguerie. Je te jure, c'est lourd. Attends, vite fait, j'ai un souci avec la lumière. Ça fait du coup, toi, on va dire que toi, tu t'es un peu entraîné avec les meilleurs. Bah, avec ce qui se faisait de mieux, en tout cas, à ce moment-là. Ouais. Alors, elle me dit, ouais, viens avec une scène, tu la prends. Et que la personne qui est devant toi, c'est une personne qui tourne déjà avec les plus grands et tout ça. Donc, il y a ce côté où tu es un peu impressionné au début. Normal, parce que tu as ce syndrome de l'imposteur où tu te dis, waouh, Ouais. qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi toi, tu es là? Pourquoi toi et pas un autre? Et finalement, bah, ça a duré 4 ans, ça. Ouais. Donc, pendant 4 ans, tu as le temps de te faire les crocs. Bien sûr. Donc maintenant, après, j'étais... Limite, la 4e année, j'étais moins motivé. C'était devenu normal. Je me suis dit, le coaching avec Karine, Ouais. ça m'apporte tellement dans ma vie personnelle. Je me sens m'élever intellectuellement. Je me sens m'élever, on va dire, même dans ma confiance en moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que bah, quand tu es forcé de lire des bouquins, quand tu bouffes des scénars, tu bouffes des scènes, tu t'élèves. Bien sûr. Et ça crée une confiance. Et je me suis dit, vas-y, je peux me contenter de ça. Et même mon amitié avec cette dame, Ouais. bah, ça me plaisait, tout simplement. Quand tu arrives dans son cours avec plein d'autres acteurs, est-ce que toi, tu t'es t'as senti un peu qu'on te prenait des hauts? Mais qu'est-ce qu'il veut? Pas Lui, du c'est tout. qui, lui? Pas Pourquoi du tu tout. suis pas les Pas règles? du tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est bien, bah, t'as vu comment elle m'a accueilli. Ouais. Elle choisit ses acteurs. D'accord. En fait, je Si me t'es rappelle là, quand... c'est que c'est crédible, quoi. En fait, elle est d'abord sur le côté humain, avant de côté célèbre ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que quand on se rend compte, elle capte qu'il y a ce truc humain et que ça peut matcher avec d'autres. Si elle voit un mec qui vient avec la grosse tête et il est là que pour la fame, elle va pas te donner l'or. D'accord. Toi, t'es arrivé avec toute ton humilité. Je sais pas si c'est de l'humilité, en tout cas, je connaissais ma place. Je dirais juste ça. Je connaissais ma place. Et, elle m'a accueilli et que les gens là-bas, ils m'ont accueilli vraiment les bras ouverts. Est-ce que si elle te demandait de faire un truc gênant, tu l'as fermé, tu le faisais ou tu disais, vas-y, moi, je fais pas ça, moi, machin. J'ai un exemple. Ah non, mais quand je te dis c'est ma grande sœur du game, Ouais. c'est vraiment ma grande sœur. C'est vraiment en mode, elle peut me mettre des coups de pression comme ta grande sœur, elle peut te mettre des coups de pression. C'est vraiment une relation en mode... respect, peut-être, tu veux dire. C'est de la respect, considération. C'est en mode, ah ouais, tu viens pas aujourd'hui en cours. Comment ça? Des vrais coups de pression. Tu vois, c'était légitime, c'était justifié. Sauf que quand tu es comédien, tu as des moments de doute. Oui. Et surtout, il peut y avoir la vraie vie qui te rattrape, que tu le veuilles ou pas. Tu vois, nous, on a des... Je pense qu'elle... Tu vois, autant, elle m'a appris énormément de choses, mais vice-versa. Je pense que je lui ai aussi appris des choses sur nous, notre culture galsen, Halpoulard, où tu as des contraintes aussi, que tu le veuilles ou pas. Tu peux parler de ces contraintes ou pas? Non, c'est juste des responsabilités en tant que l'aîné de la MIF, de devoir veiller sur les petits frères, sur les petites sœurs, de devoir payer des charges. Oui. Tu vois, c'est des trucs, on va dire que si tu prends la famille européenne classique, les parents, ils sont là, ils ont investi sur leurs enfants pour leur réussite. Et nous, c'est plus l'inverse. Les enfants, nous, on a une charge mentale qu'eux n'ont pas.
Putain, ça, c'est pas le sujet de l'interview, mais tu crois que ça te retarde? Tu crois pas qu'il y a les Blancs, des fois, ont 10 ans d'avance sur nous? T'es là pour payer. Il y en a, ils ont 18 ans, ils ont le permis, la voiture. Nous, on est là, on doit se payer le permis, envoyer un bif à droite, à gauche. C'est une mentale qui est différente. Je peux pas dire que ça te retarde. Ouais. Après, si je mets les pieds dans le plat et que je regarde. T'es pas obligé de répondre, hein, mais non, tranquille. Non, j'ai aucun problème avec ça. Vas-y. Tu vois, du haut de mon âge, je le sais que le fait de ne pas avoir d'enfants, je suis tellement dans ce truc où je sais que ma famille, elle compte sur moi, que je ne peux pas, malheureusement, me dire que je vais avoir un gosse et que je vais avoir 2 trucs à gérer. C'est trop lourd pour moi. En plus de ma carrière, je vais me noyer. Après, c'est Dieu qui donne. Hein. C'est Dieu qui donne. Tu peux là, autour de toi, je sais pas combien... Moi, j'ai confiance en Dieu, c'est en moi que j'ai pas confiance. D'accord. Est-ce que je fais les causes pour mériter ce risque que je prétends? Oui. Il est là le truc. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Non, après, c'est un parcours de vie. Après, c'est pas une course, tu vois. T'en as qu'en ont, ils les voient jamais. Alhamdoulilah, t'as vu, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces et je me comble comme ça. Mais pour l'instant, je me dis, vas-y, je sacrifie, on va dire, ce côté que j'aimerais avoir. Ouais. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, ma mère, elle peut compter sur moi, mon père, elle peut compter sur moi. Et c'est déjà, pour moi, c'est honorable. Et je kiffe ma life de pouvoir contribuer à pouvoir aider les miens. Exactement. Non, exactement. Et même toi, tu te sens bien. Ouais. Tu vois, quand on est à Paname, tu vois, il y avait John Sulo, il avait fait une masterclass. Mm-hmm. Il parlait un peu il disait, il s'entendait bien avec Jimo parce que voilà, ils arrivaient de la province, ils connaissaient personne. Ouais. C'est un peu chaud des fois déjà quand tu arrives à Paname. Toi, je sais pas si tu avais du monde à part ta coach qui parlait, échangeait, etc., etc. Mais il y a quoi qu'on ne dit pas sur la vie d'un comédien à Paname? C'est 1 million de castings, une réponse favorable, ou des fois on te dit oui, après on te dit non. On te dit il faut faire ci, toi tu dis non. Déjà, moi j'ai connu la vie de casting sans agent, sans agence. Elle est carrément différente. Là c'est limite, pour moi, hein, il y a des gens où ils vont me faire la guerre, les dires de cast, mais c'est la vérité. Pour moi, je trouve qu'ils négligent les gens quand ils viennent sans agent. Ah ouais? C'est en mode, vas-y, festif, fais ça. Bon, même limite, ils te regardent même pas. Mais si t'es vraiment chaud, comme tu dis, t'es un Messi qui connaissent pas, t'arrives du Havre, c'est qui lui? C'est possible, c'est impossible si tu viens pas d'agence. Bon, je pense que si t'arrives à tirer ton épingle du jeu, tu peux, mais sauf que avant que toi, ils t'aient reçu, ils ont reçu ceux qui étaient en agence. Donc déjà, la vivacité, on va dire, de cette captale, elle est plus aussi, elle est plus aussi nette. T'arrives à la fin, toi, frère. Ouais, ils ont plus trop d'attention. Ouais, ils sont rincés de ouf. Et à l'inverse, quand tu viens d'une agence, moi, je suis chez Adéquat. C'est ce qui fait, c'est le high level des agences. Frère, bonjour, merci d'être venu. Je trouve déjà rien que ça pour moi. Quand tu as goûté en mode la hasse et qu'ils te reçoivent là différemment, tu te dis, ah, relou. En fait, je suis le même Renoir. Hein. Je suis le même charbonneur. Je suis le même acteur. Mais tu les comprends ou pas, toi? C'est le game. Parce que dans le foot, c'est pareil. Hein. Demain, tu es archi fort. Tu n'as pas d'agent. Tu veux jouer à Manchester ou t'entraîner au HAC ou n'importe quoi. Ils vont jamais te dire oui. Ils vont dire, ouais, envoie un mail. Il y a des protocoles, peut-être. C'est ça, non? C'est exactement ça. Ça fait partie du game. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je peux pas dire. Je te dirais, alhamdoulilah, je travaille. Oui, mais après, c'est bien, c'est pas. Mais toi, je sais que t'es humain, peut-être. T'es peut-être un peu humble pour prendre de haut des gens parce qu'ils viennent pas de trucs de machin. De par ton parcours, tu vois, peut-être. Frère, mon premier film, je l'ai tourné à 30 piges. À 30 piges, et t'avais commencé avec la coach à 25. Ça va. Non, mais tu mets du temps. Toi, tu parles de ton film, c'est un truc. Pour toi, t'as percé ou pas? Non, mais quand tu dis... Moi, je vais faire un petit parallèle avec les rappeurs, les chanteurs. On en connaît tous, qu'on rappé, qu'on truc et tout. Mais l'idée... Moi, je t'ai vu, c'était sur Net... À la base, je t'avais vu dans des publicités et tout. Mais moi, je t'ai vu après sur Netflix. Mm-hmm. Là, j'ai dit, mais là, ça y est, là, il est bien, il a sa carte de visite, il a percé. Peut-être que c'est toi qui vas pourquoi pas, refuser des trucs. Ou je me fais une idée archi fausse. Mais tout le monde se fait une idée de fou du game du cinéma. C'est pas parce que tu me vois sur Netflix que, vas-y, frère, que j'ai percé. Non, je te dis vraiment l'envers du décor de Netflix.
Netflix, je tombe sur un casting avec une pote à moi, comédienne, qui s'appelle Léa Lévian. Big up. Elle me dit, ouais, Ibra, il cherche... j'ai un réa hyper cool qui s'appelle Xavier Jans, qui cherche un Renoir pour un film. C'était un film... son premier film, c'était quoi? Bref, je ne me rappelle plus du titre. C'est un film avec Nassim Lies. C'est un film qu'ils ont tourné en Asie, où je devais jouer un rôle d'un migrant. Ouais. Et le rôle du migrant, c'était en une journée, c'était un cachet. Et je le fais, ce truc, c'était pendant le ramadan, il faisait archi froid. T'as le droit de pas le faire là maintenant quand tu voyages, non? Non, mais on le tournait à Montreuil. Ah, d'accord. J'ai pas compris. Non, cette scène-là, elle se tournait à Montreuil. Il faisait archi froid. Mais moi, soldat, vaillant, en mode je le fais, je parle même pas. Je le fais vraiment en mode la guerre. Et gros, on tremblait vraiment. Et je pense qu'il a kiffé le jeu, il a kiffé la vaillance, et en mode le mec qui se plaint pas. Même pour te dire, Nassim, big up, je crois que genre pour ce truc-là, j'avais un rôle de silhouette. Silhouette, c'est payé 300 balles la journée, je crois. Ce qui est bien, ce qui est très bien. Pour nous, pour les mecs normaux comme moi. Ouais. Les mecs dans ton milieu. Je sais pas s'ils disent... Regarde, Nassim, il a géré de ouf. Je pense que dès qu'on finit ce truc-là, il faisait tellement froid que Xavier il nous envoie en mode en spa. Allez au spa, allez vous détendre, vous réchauffer. Et on va passer la journée là-bas histoire de vous mettre bien. Et quand je reviens, j'entends que Nassim, il m'a négocié de doubler mon cachet parce qu'on a souffert de ouf. C'est un bon, lui. Il a ce pouvoir-là, lui. Nassim, ouais. Tu vois, tout le monde le voit en mode comme un ouf, mais c'est le mec, c'est un des comédiens les plus humains que j'ai rencontré, ce mec-là, et que ça m'a grave touché en mode quand il a fait ce truc-là, ça, de négocier pour moi, de doubler mon cachet, donc ça nous a rapprochés. Et lui aussi, il connaît ma coach, parce qu'ils habitent dans la même ville, ils viennent de Nîmes à la base. Ah, d'accord. Ils viennent de Nîmes, donc on se connaissait, et là, c'est la première fois qu'on travaillait ensemble. D'accord. Bref, finalement, Xavier, je pense que là, il me garde dans un coin de sa tête, pour ce finalement, il a ce projet de faire Sous la scène. Et Sous la scène, il faut le vendre à Netflix. Donc, pendant un mois, on est dans des studios avec des cartons, des chaises, on est en train de simuler, on nage avec des requins. Mais c'était vraiment un truc archaïque. Hein. C'est vraiment avec... Quand tu parles de vendre, c'est pas le film final. Non, justement, le projet. Tu vends le projet, d'accord. C'est en mode, il l'a écrit, sauf qu'il a dit, on est intéressé, mais nous, on veut voir le truc. Okay. Donc, il y a vraiment ce truc. Je sais pas pourquoi il l'a pas sorti, ça, mais si tu nous vois en mode sur des chaises en train de simuler avec des faux requins, si tu passes, tu dis, mais ils sont ouf, ces gens. Tu dis, ils sont ouf, ces gens. Mais même moi, j'aimais trop cette dinguerie que ce réalisateur avait. Parce que moi, je savais pas ce qu'on foutait. Ouais. Mais je me suis dit, waouh, ça va être chaud, ce truc. Et finalement, bref, il fait son projet, il le monte, il l'envoie à Netflix. Netflix valide. Oui. Ils doivent choisir leur comédien. Et Xavier Jans, en mode, je veux garder les comédiens qui étaient là au début quand il a fait son truc. Et il s'est tapé pour nous garder. Et que ça, j'ai kiffé sa fidélité de nous avoir gardés. Sa loyauté, tu veux dire. Sa loyauté, ouais. C'est un bon de ouf. Parce que, après, tu vois, je sais pas, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Pourquoi ils vous voient comme des gens loyaux? Quand vous veniez faire vos simulations, c'était pas 300 balles la journée? Non, je crois qu'on était... Je me souviens plus des salaires. Mais c'était pas gratuit. Non. Vous veniez... Non, on nous a payé en cachet. Je me rappelle plus c'était combien exactement, je pourrais pas te dire. Non, il nous... Mais c'est quoi? Il a apprécié, il veut être avec les gens du début, en fait. Ouais, c'est un mec, il est très dans l'humain. Il est très dans l'humain, Xavier. Et bref, au final, quand il fait son casting, et moi, il me valide, il valide Nassim, il valide Daouda, Léa et tout ça, nous, on est très contents. Mais sur le papier, quand tu lis le scénario, tu te dis, c'est une dinguerie, ce synopsis de ouf d'un requin dans la Seine à Paris et tout ça. Bref, au final, quand on tourne, et parce qu'on a tourné en Espagne, en Belgique et à Paris, ouais. Mais c'est une aventure humaine. Je pense, je sais pas si un jour je pourrais revivre ce genre de choses. Mais même, en fait, ce qui est bien quand t'as mon âge, c'est que tu es conscient ce que tu es en train de vivre à ce moment-là, c'est une dinguerie. Et j'étais conscient de chaque jour, quand j'allais sur le plateau, j'étais conscient que c'était une dinguerie ce que j'étais en train de vivre. Tu étais bien préparé, tu travaillais bien, parce qu'il y a des acteurs des fois qui sont relous. Moi, je suis un putain de professionnel de fou. Tu t'arrives, tu sais ce que tu dois faire, t'as taffé chez toi. Ce qui est bien dans le syndrome de l'imposteur, c'est que tu es obligé de travailler toujours plus que les autres. Et moi, je l'ai et je l'aurai toujours, je pense. Donc, quand j'arrive sur le plateau, mon texte, c'est même pas un souci.
Bien sûr, je l'ai travaillé comme un fils de... Je sais pas si j'ai le droit de taper. Oui, t'as le droit. Non, ça montre bien le délire. En fait, toi, tu vois que t'as 30 piges, t'as ta chance. Déjà, tu sais que c'est une dinguerie. Et tu taffes de ouf chez toi pour le jour J. Moi, je le vois pas comme une chance. Moi, je le sais que, vas-y, je suis là. Tu mérites, tu crois? Non, c'est pas un mérite. Moi, tu me donnes une opportunité, je vais tout niquer, quoi. D'accord. Je vais tout niquer. Mais je vais même pas je vais pas te laisser l'opportunité de laisser une once de doute ou quelque chose comme ça. Je vais tout baiser. Je te jure. J'ai le seum, en fait. Mais en fait, et tu sais, des fois, moi, ce que des fois je reproche aux acteurs, moi j'ai déjà bossé avec des acteurs, c'était en Espagne, bref, et ils savent pas, eux, qu'une heure de tournage, ça coûte peut-être 450 €. Ouais, mais même au-delà de ça, moi, je pense même pas à ça. Je pense à tous les gens qui sont derrière, qui attendent que tu tombes pour prendre ta place. Oui. Moi, c'est une autre gamberge. Hein, que je suis dans un autre mood. Mais tu vois, le Xavier, là, la pression que lui, peut-être, il doit avoir et le poids que toi, tu dois lui enlever en étant sérieux, en tac, tu viens, tac, c'est fluide. Je vais te raconter une histoire qui est... Attends, bah... Tu te dis, ah, encore. Toi, t'es là, t'as niqué 2 heures pour un truc qui devait prendre 10 minutes. Bah, lui, il va penser en chiffres, en truc. Lui, il est pas rentable, lui. Je vais te dire un truc. T'as vu, lors du tournage de Sous la Seine, ouais. Il m'est arrivé un accident. Un accident de gueudin. Je pense que tu mets un comédien quelconque, le tournage, il s'arrête. Je te dis la vérité, le tournage, il s'arrête. En fait, dans le film, on a des harpons. Oui. On a des harpons et c'est un mec qui est délégué, qui s'occupe que de ça. Il n'y a personne, parce que c'est dangereux. Bien sûr. Ah, c'est des vrais en plus. Ouais, sauf qu'ils avaient coupé le bout pointu. Ok. Et alhamdoulilah, frère. Et bref, il y a un mec qui est sur le bateau, on est sur le bateau. Et je ne sais pas pourquoi le mec qui tient le harpon, il met le harpon vers le sol. Et sans faire exprès, il tire sur le harpon il rentre dans mon pied. Attends, dedans? Il rentre dans mon pied, frérot. Il rentre dans mon pied. Sauf que, comme je te l'ai dit au préalable, ils avaient coupé le petit bout. Donc ça veut dire qu'il rentre de à peu près, 3-4 mm. C'est le matin avant la journée de tournage. Une journée de tournage, je crois que ça devait être à peu près entre 20 et 30 K, un truc comme ça, la journée. Donc c'est pour ça, les prix que tu donnes là, c'est pas les 300 €. Les tournages Netflix, c'est pas ça. Ça veut dire, moi, je les vois tous. Il y a au moins 50 personnes autour de toi. Ça veut dire que là, toi, tu fais le mec. Je vais à l'hosto. Non, je dis que le bénéf, là. Bien sûr. Mais non, mais attends, moi, je suis là. Ouais. Je suis en train de crier. Ah, pour moi, mon pied, il est mort. Je vois du sang. Bah oui. Je dis, je suis mort. Et je vois tout le monde est dépité. Tout le monde est dépité. Je me dis, waouh, chaud. On l'emmène à l'hôpital. Là, je vois la journée. La journée, on la coupe. Parce qu'en fait, la journée, c'est moi, Daouda, Keita et un autre, Marvin. C'était notre scène. Toute la journée, c'était nous. Donc, la journée, elle saute si on n'était pas dedans. Et tu es obligé de payer tous ceux qui se sont déplacés. Tu es obligé, les 50aines de personnes qui sont venues sur le plateau, tu es obligé de les payer. Et je sais plus si c'est Nassim ou quelqu'un qui me dit « Tu peux vraiment pas ?» Je dis « Laisse-moi check. » Non, on arrête, on arrête la journée de tournage. Qui dit ça? Franchement, frérot, je suis sonné, je capte plus. Ah, mais c'est pas toi. La question, c'est pas toi qui dis on arrête. Non, je crois que... Je me souviens plus exactement qui c'était. Bref, un gars, ouais. Et je vois qu'il y a un beau trou, je vais pas te mentir. Mais je me dis, si on me met un pansement, je pourrais pas faire la scène comme j'aurais pu la faire au début. Mais au moins, on peut rattraper la journée. Au moins, on peut faire genre... Parce que tu devais simuler une sortie d'eau de la scène. Oui. Donc, j'aurais pu la faire. Et moi, je dis, vas-y, Xavier, je la fais. Et là, ils ont tous peur. Et parce que ça peut s'infecter. L'eau de la Seine à Paris, elle est sale. T'as une plaie ouverte. On appelle un médecin et on voit ce qu'on peut faire ou pas. Ils appellent un médecin. Le médecin, il dit, si on fait un bon pansement, je pense qu'on peut le faire. Et moi, je sais juste une chose, c'est qu'il ne faut pas que j'appelle mon agent. Si j'appelle mon agent, elle va dire, on arrête, on s'en bat les couilles. on fait pas. Bref, finalement, on me pense. Ouais. Je fais la scène. Et je le sens que ils sont très satisfaits du sacrifice que je fais. Mais moi, en vrai, je le fais pour Xavier. Moi, ce mec, il m'a fait confiance. Et je sais qu'il m'a repris parce que j'ai fait la guerre pour lui et que, en mode, je me serais pas mis en danger si je savais que c'était mort de chez mort. Bien sûr. Mais ils ont amené un médecin. Le médecin m'a fait un putain de pansement pour pas que l'eau elle rentre dedans. Je me suis dit, vas-y, on le fait. Et franchement, on a fait la scène. Et je le sais que ça nous a un petit peu
plus rapprocher. Parce que, en vrai de vrai, même si on est bien, on est super bien, on est payé de ouf, on est super bien payé. Mais je le fais pas pour l'oseille. C'est vraiment ce côté humain. C'est pour ça que je faisais allusion à vraiment le côté humain que ce mec il a. C'est pour ça que le sacrifice, je l'ai fait. J'ai pas fait pour Netflix. Ouais. Parce qu'ils m'auraient même pas donné l'or, j'en ai rien à faire. Ouais. Mais je l'ai fait pour Xavier, ce truc-là. Ça m'a vraiment touché. Comment le mec il a cru en moi, comment il m'a donné de la force, comment même sur un plateau, comment il te dirige. Tu as envie de te taper pour lui. Bah, c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Pour toi, ça, c'est normal. Tu vois, de là où on vient, il y a ce côté en mode loyal. Quand il y a un mec qui nous a donné de la force, bah, je pense que c'est un des avantages quand tu viens de là d'où on vient, nous. Je pense, Oui. ouais. Non, pour moi, t'as bien réagi. Mais Ouais. c'est quoi le délire de. Pourquoi l'agent, il dirait on arrête, on s'en fout? Figure-toi que moi, mon agent, quand elle l'approche, je crois que c'est un mois après, elle me dit Ibra, big up Elise, hein, je t'aime. En mode. On m'a dit que on t'a tiré dessus Ouais. lors du tournage. Je dis ouais, mais c'est rien. Elle me dit mais pourquoi tu me l'as pas dit ce truc-là, tu dois me le dire. Je dis Elise, tu m'auras dit de pas faire, nanani, nanana. Bref, on en a rigolé après. Mais moi, je le sais que vas-y, elle m'aurait dit on arrête la journée. Je le sais. Wow. Non, mais franchement, c'est une putain d'anecdote. Hein. Ouais, non, et on est d'accord que tous les acteurs ne réagissent pas comme ça. Écoute bien, frérot. Tu mets une Rosta à ma place, il gagne 1 million. Ouais. Parce que c'est un accident de travail. Ah ouais. C'est un accident de travail. Et crois-moi que Netflix, il le paye 1 million, c'est sûr et certain. Toi, en fait, tu penses que là, tu vois les choses. Déjà, c'est de la loyauté et aussi, tu vois les choses sur le long terme. Frérot, le truc, il m'a rentré dans le pied, frère. J'ai pas pu marcher pendant une semaine. J'étais KO après. Je te dis la vérité. Putain, heureusement, ils ont enlevé le bout pointu, là. Ouais. Voilà, ça aurait été trop chaud. Hein. De fou. Ah non, mais j'aurais pu faire des dingueries, mais c'est vraiment ce truc en mode. Le côté en mode c'est un gars que j'estime et que vas-y, je voulais finir ce projet vraiment en mode bien et je regrette même pas. Mais là, t'as géré. Hein. Là, du coup, il y a un deuxième truc où. Ouais, il y en a un, je crois qu'ils ont fini de le tourner là. Comment ça, ils ont fini, t'es pas dedans? Bah non, je suis mort. Comment? Ah oui, c'est vrai. Bah non, je suis mort. Pas de flashback, de trucs. Non, je reste un Renoir, on meurt hein, toujours. C'est vrai. Avant, on mourait 5 minutes ouais. dès le début. Maintenant, ça va, je suis mort à la fin du film, donc ça va. Non, bah ça va. Et c'est comment la famille, tout ça là? En plus, il a eu du succès, ce truc-là. Ouais, ma daronne, elle l'a jamais vu, elle veut pas le voir. Pourquoi? Parce que je meurs. Ah, j'ai capté. Elle veut pas. C'est dur à voir. Mais t'as eu de bons échos, t'as eu de bons retours, on t'a envoyé des messages de « Oh, machin, bled, truc !» Carrément. Ah, c'est bien. Hein. Non, franchement, c'est lourd. Et à part ce moment-là, toi, t'as eu un moment... Enfin, ce moment-là, je dirais que c'est pas un moment qui t'a donné envie d'arrêter l'acting, mais toi, t'as jamais eu envie d'arrêter, d'avoir une vie normale J'ai une vie normale, frérot. Non. D'avoir une vie normale en mode... parce que moi, j'imagine que être acteur, tu dois passer par 1 million de déceptions, 1 million de non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est là où je te dis, mon métier de taxi, c'est ce qui fait que j'ai une santé mentale de fer. C'est-à-dire que, et ça, c'est ma coach qui me l'a appris, Karine. C'est en fait Ibra, parce que le premier rendez-vous qu'on a eu, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit il faut juste. En mode, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur de taxi. Elle m'a dit garde ton taxi. Garde ton taxi. Il faut que le cinéma, ça soit la cerise sur le gâteau. Frère, quand ce conseil-là, on te l'a donné dès le début, on te donne les clés de la voiture, tu peux pas te tromper. C'est-à-dire que moi, chaque porte que j'ouvre, je suis en mode waouh, ils m'ont pas vu. Ok, j'avance. Waouh, ils m'ont pas vu. Waouh. Frère, s'ils filment une pièce de théâtre, j'arrive à faire mes pubs, je fais mon oseille. Alhamdoulilah, frère. C'est-à-dire que je suis même pas dans ce truc à chaque fois en mode. C'est du plus. C'est que du plus. C'est pas ton taf alimentaire. Frérot, c'est que du plus. Tous les acteurs sont comme ça. Enfin, tous les acteurs, j'abuse. Non, c'est des névrosés. Ils sont tous en mode. Je te dis, quand il y a des. Tu vois, là, j'ai eu une réponse avant-hier à un film, un projet que j'ai fait, c'est négatif. Parce que l'investissement que j'avais mis, c'est relou. Parce que c'était un truc en italien, je parle pas un mot italien, que j'ai appris en phonétique. Donc, c'était un investissement de taf. Alors que j'étais en vacances en Grèce, j'apprenais le truc, Tu te dis, c'est un investissement de temps. Ouais. Finalement, ça se fait pas. Mais Marlich, tu vois, ça fait partie du game. C'est clair. Et ça dure quoi? Une demi-journée? Parce que j'ai même su. Mais c'est quand ça, non? Ça fait partie du game. Toi, t'es habitué à ce qu'on te dise non après avoir taffé. C'est très simple. Moi, dès que je fais un casting, il faut que ça sorte de ma tête.
Je retourne dans mon taxi. Oui, monsieur, je vais à Rivoli. Oui, monsieur, je vais à Concorde. Je suis dans mon taxi. Ok. Dès qu'on m'appelle, on me donne négatif, positif. Dans tous les cas, ma vie, elle continue. Mais du coup, t'es acteur ou t'es taxi? T'es les deux? Moi, je suis chauffeur de taxi qui fait du cinéma. Chauffeur de taxi qui fait du cinéma, c'est très bien. Alors que tu dirais que la plupart des acteurs sont acteurs. Bah, tu sais, t'as vu quand je te dis en mode je suis un chauffeur de taxi qui fait du cinéma. Tu vois, lors du tournage Sous la scène, on a tourné avec une grande actrice que j'aime beaucoup humainement. C'est Bérénice Bejo. C'est une craque de ouf. Humainement, Ouais. elle est incroyable. Et même en tant que comédienne. Et qu'il y a un mec de la régie, ou je sais plus, il vient s'asseoir avec nous. Et on se présente, tu vois. Et moi, franchement, naturellement, vraiment, vraiment, parce que je pense que c'est après Sous la scène où je me suis plus assumé en tant qu'acteur. Moi, je lui dis, ouais, bonjour, moi, Ibra, chauffeur de taxi. Et elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes? Ibra, t'es comédien. Ça dépend où tu te présentes. Je dis, oui, j'entends. Mais après, je pense qu'après Sous la scène, là, je pense que je me suis plus assumé en tant qu'acteur. Alors que j'avais déjà fait Tirailleurs avec Omar Sy. Alors que j'avais déjà fait Drift avec une grande actrice anglaise qui s'appelle Cynthia Erivo. Mais je sais pas, ouais, Sous la scène, je pense que c'était la concrétisation de m'assumer en fait en tant qu'acteur. D'accord. Et là, il y a un truc qui va arriver ou non, là, t'attends les réponses? Ouais, il y a deux trucs, mais j'attends rien. Moi, en fait, il faut pas attendre dans ce game, il faut avancer. Là, je suis au théâtre, je prends un kiff. Tous les soirs à jouer devant 500, 600 personnes. Tu peux nous parler un peu de la pièce? C'est une pièce qui s'appelle Passeport. C'est un putain de metteur en scène qui l'a écrit, qui s'appelle Alexis Michalik, hyper talentueux. C'est l'histoire d'un Érythréen qui s'appelle Issa, ouais. qui traverse la mer Méditerranée, et qui arrive en Europe, et il lui arrive plein de mésaventures. Ouais. Et il a une évolution sociale qui, pour moi, elle est exemplaire, tu vois. Et on raconte son histoire et elle est superposée avec un autre personnage qui s'appelle Lucas. Et c'est une recherche, on va dire, sur son passé, sur qui il était, Lucas en question, parce qu'il a été adopté. Et Issa, lui, il traîne avec deux compères qui s'appellent Ali et Haroun. Et c'est une histoire, en gros, sur les migrants. Et je trouve qu'elle est hyper humaine, hyper intéressante, hyper touchante, et que j'invite tout le monde qui peut l'avoir à venir voir cette pièce. Parce que, tu vois, cette expérience, pour moi, où tu vois des gens pleurer quand tu es sur scène, Dans le public. Dans le public. C'est la musique, c'est l'acting, c'est l'histoire. L'histoire. Il faut qu'on y aille. L'histoire, elle est incroyable. D'accord. Et c'est où et quand? On peut savoir. C'est au Théâtre de la Renaissance, à Paris. Là, en ce moment, c'est du mercredi au dimanche, à 21h. Et c'est chaque soir, quand je la joue, pour moi, c'est une dinguerie de jouer cette pièce. Et il y avait une question là, que je me posais, moi. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus facile, le cinéma ou le théâtre? Pour moi, c'est deux choses carrément différentes, on va dire. Le métier de cinéma, il y a ce côté en mode où si tu rates, tu sais que... Bon, on l'a refait. Ah, vas-y, donc Ibra. Au théâtre, frérot... Il n'y a pas de... On l'a refait au théâtre? Frérot, je crois que la pièce, je l'ai jouée 250 fois. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Et j'ai dû rater 3 fois. Quand tu rates, ça se passe comment? C'est ça qui m'intéresse. Les 3 fois, je m'en rappelle. Ah ouais. Ah, frère, c'est une dinguerie. T'as chaud. T'as très, très chaud. Et tu sais improviser? T'as des petites billes en mode... Bah ouais, le problème, c'est que ça dépend où tu te trompes. En fait, moi, mon personnage, donc, c'est ce qu'on appelle le rôle titre. C'est, en gros, on va dire plus vulgairement, on va dire le rôle principal. Ouais. Mais, c'est toi le rôle principal de la pièce? C'est le rôle titre, on dit, mais en tout cas, c'est l'histoire d'Issa, donc c'est le mec qui a le plus de texte. C'est bien. Et à un moment, il y a un monologue de ouf. Il dure 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Putain, toi, tu dois avoir une de ces mémoires. Frérot, non, bah, figure-toi qu'à la base, jamais de ma vie, j'aurais cru que j'étais capable de retenir autant d'informations. C'est-à-dire, des fois, je débite. Et cette fois-ci, je me rappelle, cette fois dont je te parle, où le texte, je le perds. C'est-à-dire, je reste dans le truc. Et il y avait une de mes nièces qui était venue à ce moment-là, elle a 8 ans. Ouais. Et quand je parle le texte, spontanément, je sors Subhanallah.
Elle a su. Ah non, moi, je me dis... Et moi, j'arrive derrière, tout me dire, Ibra, t'inquiète, personne n'a rien vu, nanani, nanana. Je me dis, mais si, putain, j'ai le seum, le texte, il m'est sorti, pourquoi et tout. Et il dit, vas-y, personne n'a rien vu. J'arrive, fini le texte, je check mon frère, ma nièce, je fais un hug. Elle me dit, tonton, tu t'es trompé. Je dis quoi? Pourquoi t'as dit Subhanallah? En plus, ça rentre dans le rôle du mec. Ça allait de ouf, mais elle est très vive, elle. Elle est vive. Elle est très vive, de ouf. Elle est très vive et elle a capté le truc, donc ça m'a cassé les pieds. Mais en tout cas, ouais, sur les 250 fois, 3 fois. Mais le public capte ou pas? Non. Le public ne capte pas dans le sens où il n'est pas censé connaître le texte. Et t'as pas un souffleur? Non. Ça, c'est dans ma tête, ça. Non, je pense qu'il y en avait. Tu sais, moi, je suis un novice du théâtre, en vrai. Hein. T'as vu, il y a un truc où... Enfin, tout à l'heure, je te parlais de syndrome de l'imposteur. Moi, quand j'arrive dans le milieu du théâtre, je n'ai aucune expérience. Dans le théâtre? Dans le théâtre. Moi, je suis... T'as jamais fait de cours de théâtre? Je n'ai jamais fait. Avec ta coach, c'est un peu C'est de pareil. l'acting. Ah, c'est pas pareil. Le travail devant la caméra, ça n'a rien à voir. Au cinéma, tu parles... Là, toi et moi, on parle. Ça, Ouais. c'est du cinéma. C'est de voler un moment de vie. Oui. Le théâtre, c'est tu dois porter ta voix. Tu joues devant un public. Il y a une manière de se placer. Il y a plein de choses comme ça. Quatrième mur, tout ça, là. Tout ce genre de choses, moi, je n'ai pas les codes. C'est-à-dire que moi, quand... Toi, tu te mettais des fois dos... Tu te mets jamais dos au public. Bah, tu vois, quand tu me dis ça, je sais qu'on m'a déjà dit que... Parce que moi, je suis un mec du cinéma à la base. Bien sûr. Je me prétends comme un mec du cinéma. C'est-à-dire que quand, effectivement, le mec que je remplace, il me dit « Ouais, Ibra, t'es souvent dos au public. » C'est vrai, moi, j'oublie qu'il y a un public. Donc, j'ai dû me réadapter, avoir un certain placement. Et j'ai dû le travailler pendant un moment. Moi, quand je reçois un coup de téléphone de Michalik, moi, tu vois, en vrai de vrai, je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est le boss du théâtre game à Paris, et qui me dit ouais, je veux te voir en lecture et tout ça. En fait, pour moi, en tout cas, c'est un avantage de pas savoir qui il est à ce moment-là. J'entends son blaze, mais je sais pas ce qu'il a fait. D'accord. C'est-à-dire, j'ai pas de pression quand je vais le voir. J'ai un détachement. Soit tu peux dire ouais, lui, il se la raconte, soit tu te dis en mode il est confiant. En fait, c'est aucun des deux. C'est juste que moi, je suis un charbonnard. T'as eu de la chance? Pour moi, c'est pas de la chance. Je suis un putain de charbonnard, c'est tout. Oui, mais là tu dis que t'avais pas la pression. Ça t'arrive d'avoir la pression en casting ou non? En fait, Quand tu sais pour qui c'est, qui y a dans la salle, là t'arrives sans pression. C'est pas de la chance, c'est peut-être une chance. Je sais que c'est ton taf qui t'a amené là, hein, mais c'est peut-être une chance de ne pas savoir qui c'est et de jouer. en tout cas, pour moi, en tout cas, dans cette situation-là, parce que quand il me donne sa lecture, c'est chez lui, en mode lui et moi. Donc, si tu sais qui il est, je pense que ça peut te déstabiliser. Sauf que moi, j'arrive. Et que... Chez lui. Ouais, il a une pièce exprès en mode avec une table où il y a les... Ouais. C'est pas comme là. Comme Dans son appart, quoi. Dans son appart. C'est marrant. En mode il me dit, vas-y, on fait la lecture normale. Et moi, j'avais juste... Parce que moi, dès que j'ai un casting, direct, j'appelle ma coach. Ouais, j'ai un casting, sauf qu'à ce moment-là, elle était en déplacement, elle n'était pas là. Ouais. Donc, on peut même travailler en visio. Elle me dit, va voir un frérot à moi, un autre comédien qui s'appelle Mouloud. Mhm. Et Mouloud, pour l'anecdote, Mouloud, c'est un comédien hyper nonchalant. Si tu le connais pas, c'est un Algérien. Si tu le connais pas, il t'aime pas. Non, mais c'est un personnage. Ah, quand tu parlais, pourquoi il me répond comme ça en mode. Ouais, mais franchement, si tu le vois au premier abord, tu vas dire, vas-y, il va te paraître arrogant. Sauf qu'en fait, c'est dans sa nature. Il est comme ça, alors que c'est une crème. C'est une crème de ouf. Bref, je vais le voir, Mouloud et tout. Et Mouloud, je sais pas s'il va le voir, mais il fume. Il est comme ça. On fait la lecture. Et c'est genre une demi-heure avant d'aller chez Michalik. Ouais. Il me dit, vas-y, lis. Après, je lis. Moi, je lis. Et même Mouloud, il me met la pression quand il est dans son personnage de méchant. Ouais. Et je lis et tout. Et quand je lis, je pense que je lis pas assez bien. Il me dit, tu comprends ce que tu racontes? Et il me crache la fumée dans la gueule. Et je dis, ouais, je crois. Il me dit, vas-y, répète. Mais tu le connaissais? Bah, c'est mon frérot. Ah, d'accord. C'est mon frérot. Mais nous, en fait, quand c'est Khadma, quand c'est taf, Ouais. il n'y a pas de on se caresse dans le sens du poil. C'est limite, on est très dur. C'est mieux. C'est mieux. Et quand il me dit en mode, tu sais ce que tu racontes, il me dit, Ibra, là, je comprends rien à ce que tu me racontes. Moi, je le comprends.
Et je dis, ah ok, j'ai capté. Il faut que je prenne mon temps et que je capte vraiment ce que je suis en train de raconter. En fait, franchement, il faut que je t'invite pour voir la pièce et tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Mais lire en jouant, c'est pas facile. Pour moi, c'était nouveau. Non, je peux pas dire que c'est nouveau parce que j'avais déjà fait, mais au théâtre, c'est carrément différent. Bref, au final, Mouloud, il a réussi à me mettre une pression qui a fait qu'il faut que je prenne mon temps pour savoir ce que je racontais. Donc finalement, j'arrive voir Michalik, on fait la lecture. Et je pense que Mouloud, il m'a tellement mis la pression que finalement, je suis très à l'aise avec Michalik et que, alhamdoulilah, ça l'a fait. Il m'a fait confiance, il m'a pris. Sauf que quand moi, j'arrive et que tu as le rôle titre et que tu es chauffeur de taxi, bah, frérot, les gens, ils ont étudié pour avoir ce que tu as toi. Frère, ça peut créer une tension, ça peut créer de l'envie, ça peut créer... Et là, toi, tu le dis ou pas, toi si ça se sait. Je vais être honnête avec toi. Moi, je suis très franc. Si je sens qu'il y a une tension entre toi et moi sur ma légitimité d'être là où je suis, je vais t'attraper, je vais te le dire les yeux dans les yeux. Et peut-être que les autres, ils ne le sauront même pas. Mais oui, moi, j'ai attrapé 2-3 têtes et je leur ai dit, frérot, j'ai charbonné là pour être là où je suis. C'est-à-dire que moi, quand ils me valident, pendant 3 mois, je reste chez WAM, mais je ne sors pas. Qu'est-ce qui est le plus... Enfin, on va pas parler de légitimité, mais au niveau de l'effort, qu'est-ce qui est le plus dur ? Ton parcours ou Cours Florent, casting ? Ou ton parcours et casting ? Je pense que... C'est kiff-kiff. C'est pareil. Hein. Mais il y en a pas un qui mérite plus que l'autre. Sauf que c'est même pas une question de mérite ou pas, c'est que tu as ce détachement que moi je peux avoir dans le sens... tu as ce détachement que moi je peux avoir où en mode tu te dis, il voulait même pas être là. Comment ça, il voulait pas être là ? Non, un mec qui a vraiment... C'est pas son rêve, c'est pas son truc. Il y a des gens, ils veulent... Moi, je sais que quand j'arrive au cours de Karine et qu'il y a 2-3 têtes, ils entendent « Ouais, Ibra, il a été pris au truc de Michalik. » Ouais, mais il n'a jamais fait de cours de théâtre, Ibra. Mais comment ? Et que tu le veuilles ou pas, c'est réel ce qu'ils disent. Tu crois qu'il y a du piston dans le cinéma ? Oui. Ils peuvent se dire, il connaît les bonnes personnes et c'est bon. Quoi ? Oui, moi, il y a une dire de casse, je me rappelle plus de son blaze. Elle m'a fait une dinguerie. Mais une dinguerie où là, c'est là où je peux te dire le oui que je viens de te faire là, que je viens de te jouer là, il est lié à cette expérience que moi j'ai vécue. C'est comme si au cours de Karine, il y a plein de gens qui viennent, des gens hyper connus, des réas hyper populaires qui font des bêtes de projet. Et ce réa, je pense qu'il me voit jouer dans une scène que je fais au cours de Karine. Il me dit, lui, je l'aime bien. Est-ce que je peux le voir en casting et tout ça ? Donc déjà, rien que ça, c'est du piston. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ça reste du piston. Oui et non. Pour moi, oui et piston, c'est tu viens, mais t'as pas forcément le talent. Ouais, non, mais en tout cas, tu fais partie d'un réseau. Oui. Ça fait partie du réseau. Voilà. C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Et il me dit, vas-y, je l'envoie à ma dire de cast et je veux qu'elle le voie. Sauf qu'en vrai, de vrai, cette dire de cast, elle voulait déjà me voir. Donc ça veut dire, quand je viens, elle sait pas que le réa m'a vu. Et que ce réa m'a donné des indications pour pouvoir réussir ce casting. Est-ce que tu captes ce que je suis en train de dire ? Bien sûr. Ça aide. C'est-à-dire, moi, j'arrive, elle me donne le texte que j'avais appris au préalable. Elle me donne des indications qui sont à l'opposé de ce que le réalisateur m'avait dit. C'est-à-dire que le réa me dit, Ibra, je veux que ça soit noir. Hein. Elle me dit, c'est blanc. Et moi, je me dis, à mon avis, elle n'a pas les infos. Je dis, je joue la franchise. Je dis, non, en fait, je crois que c'est noir, madame. Elle me dit, non, c'est blanc. Je dis, ok. Mais je reste sur le noir. Moi, je suis comédien, je reste sur mon noir. Je joue mon noir. Elle me dit, je t'ai dit que c'était blanc. Elle insiste. Donc, elle a le noir et elle a le blanc. Elle lui donne le blanc au réa. Le réa, elle arrive voir ma coach. Il lui dit, Ibra, je lui dis, c'est noir, il a joué blanc. Ouais, mais c'est ta dire de casse qui lui a dit de jouer blanc. Ah ouais ? Mais pourquoi elle a fait ça ? En fait, la meuf, elle avait déjà son comédien dans sa tête. C'est-à-dire, des fois, les jeux, ils sont pipés dès le début, frérot. D'accord. Et là, c'est même pas en mode parano. Hein. C'est en mode, c'est moi, je l'ai vécu, ce truc. J'ai même pas le seum ou quoi que ce soit. Subhanallah, finalement, j'ai été pris. Alhamdoulilah. J'ai été pris. Lourd. Vas-y. Je mets un tout petit peu de lumière en plus. T'as été pris, alhamdoulilah. Toi, tu dirais que c'est... Attends. Toi, tu dirais que c'est quoi, ça ? C'est de la chance ou c'est Dieu qui fait les choses ? Frère, tu parles à un musulman, qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, mais c'est... D'abord, c'est Dieu qui fait les choses, je te dirais, ouais. Oui. C'est Dieu qui fait les choses d'abord. Hein. Mais après, c'est nous, on fait les causes.
Bien sûr, bien sûr. C'est nous, on fait les causes. Moi, personnellement, je suis conscient qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va venir chez moi me dire « Ouais, Ibra, viens, je viens te chercher. » Non, moi, je me bouge le cul, je charbonne comme un ouf pour arriver à mes fins. Tu vois, je te dirais en mode j'ai des rêves, mais je dors pas, moi. Tu sais, ce serait quoi, là, déjà, ton rêve? À partir de quand tu te dirais, putain, Frérot, là, t'as vu, moi, là, c'est tellement une dinguerie tout ce que je vis. Ouais. C'est tellement une dinguerie. Le fait de pouvoir prendre de l'oseille, on te paye pour faire des trucs... Frère, on te fait voyager, on te fait te rencontrer des gens de ouf, on te paye de la sape, mais c'est une dinguerie, frère. En fait, toi, tu dirais qu'il y a 10 ans, tu priais pour ça? Non, j'ai jamais prié pour ça. Non, pour réussir à ce niveau-là, non, jamais. Quand je dis prier, c'est pas... tu t'aurais aimé avoir ça. Moi, j'ai... Tu te visualisais pas comme ça? Bah, c'est vrai. Moi, mon but, c'était en mode de pouvoir aider ma MIF. C'était ma priorité, n'importe quel moyen. Alors, si en plus, tu arrives à kiffer et aider ta MIF. Aider ta MIF aussi de façon honorable, quand même. Ouais, bien sûr. Chez toi, en plus, c'est des gens, enfin, je les connais, tes frères, c'est des travailleurs, c'est pas des... Voilà. Ouais. Mais pour moi, là, t'es... Bon, après, chacun a sa perception de la réussite, Bien tu sûr. vois. Mais pour moi, là, t'es... Alhamdulillah, je te dis, moi, en tout cas, je suis pas à plaindre. Je suis très conscient. Tu sais, surtout quand tu viens du Galsen et que tu rentres au bled et que tu relativises sur beaucoup de choses. Donc, tes cousins, là, qui ont le même âge que toi, tu les vois au bled. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Moi, je relativise. Donc, même si tu m'auras mis chauffeur de taxi, que je tourne au salaire que je tournais, alhamdulillah, quand même. Je t'ai dit, encore une fois, vraiment, vraiment, mes premiers degrés, frérot. Le cinéma, le théâtre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment comme ça. On me l'a appris à le percevoir comme ça et je le perçois et j'espère que ça restera toujours comme ça. Comme ça, je serai jamais choqué. Tu sais, tu veux pas que ce soit ton taf? Une c'est série, mon taf, frère. ou Ça fait 2 ans, je suis intermittent et que j'arrive à faire des cachets. Donc, quand je dis ton taf, c'est plus de taxi que ça. C'est risqué. Sauf que le taxi, que tu le veuilles ou pas, moi, pour moi, c'est un genre de laboratoire. Hein. C'est l'entraînement, tu veux dire? Bah ouais. Des fois, je peux te jouer un personnage. Non, pour moi, c'est un genre de labo, frérot. Tu peux donc, ça me sert de ouf. Aujourd'hui, t'as un taxi content, t'as un taxi qui parle anglais. C'est surtout ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de clients, ils sont là en mode ouais, genre, sahab, je suis différent parce que je suis souriant, parce que je suis avenant. Mais en fait, le côté avenant, souriant que tu vois, c'est parce que je suis épanoui. Exactement. Tu vois, je peux faire mes trucs à côté. Si je pense que si tu me mets 12 heures dans un taxi, je vais être comme tous les taxis parisiens en mode fais vite et descends de ma bagnole. Je pense. Paris, les gens sont très, 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 très énervés en voiture. Ils sont pas énervés, frère. Tout le monde court après la thune. Tout le monde court après la thune. Tout le monde est. Moi, je suis avec mes potes de Paname. Je sais pas pourquoi, quand ils conduisent, ils se transforment, les mecs. Mais avance, putain! Ça en fout. À gauche! Ça en fout. Tranquille, les frères. Je sais pas. Pour toi, Paris, déjà, je voulais te parler de Paname, là, mais on s'est un petit peu égaré. Pour toi, là, le Havre, là, où moi je suis là actuellement, on peut percer dans l'acting. Impossible. En étant au Havre. Impossible. Oui, mais toi, LNC, tu m'as parlé d'LNC. Ce qu'elle a vu sur ton Insta, c'est parce que tu étais à Paname? Enfin, c'est ce que tu as créé parce que tu étais à Paname, ou on peut avoir le Insta que tu avais quand tu as contacté LNC en étant au Havre, qu'elle te dise oui, qu'elle te présente la coach, tout ça? Encore une fois, pour moi, c'est une passe D qu'elle m'a donnée. Où la transformation, je l'ai faite parce que j'étais à Paris. Mais si j'étais au Havre, j'aurais pas pu aller au cours de Karine. Elle savait que... Ah, d'accord, oui, je viens de capter. Donc, elle est là. Si tu me donnes le numéro de Karine et qu'effectivement, je reste au Havre, ça sert à quoi? Ah, il aurait fallu bouger. Il aurait fallu bouger. Tu vois, je vais te donner l'exemple concret de Alivor quand il joue sur la pièce La Haine. Moi, je lui passe le numéro de Karine, moi, direct. Je dis, frérot, viens, Karine, elle va t'accueillir. Ah, t'es en contact avec Alivor? Ouais. C'est un petit en plus, lui. C'est pas un petit... Tu sais, moi, j'ai plus ce truc de petit, grand. Ça reste un frérot. Oui, j'ai capté. Mais je pensais pas, en fait, que t'étais en contact avec lui. Il y a des gens, ils peuvent le prendre comme un truc arrogant, que je considère quelqu'un comme... C'est pas un petit, c'est un mec, c'est un daron, frère, Alivor. Quand je te dis, tu parles avec Alivor, oui, c'est un daron, je connais, moi, il a trois gosses, tout ça, je vois j'étais avec lui en plus dans le train il y a pas longtemps. Mais je savais pas que toi, quand je dis tu parles avec lui, c'est un petit, je vous ai jamais vu ensemble. Moi, tu sais, il faut que tu comprennes une chose. Je suis du Montgaillard. Donc moi, déjà, je suis de l'école Dean Record. Ouais. C'est-à-dire que les mecs comme Salsa, les mecs comme Medine, j'ai fait ses premières tournées, je collais ses affiches.
Tu regardes ses premiers albums où il me dédicace en mode Giovanni, Adama, Ibrahim, en mode... Oui. Moi, je traînais avec eux, frère. C'est-à-dire que ma jeunesse, avant de bouger à Liverpool, je traînais avec Medine de ouf. Et je traînais avec Salsa. J'étais... Dans ma tête, c'est... je faisais les photos LSA en mode en tant que modèle. Oui. Donc mes premiers trucs en mode où on a perçu une once de bogossitude en moi, c'est Salsa. Et Booba, viens, tu vas faire des photos avec nos t-shirts et tout ça. Moi, jamais de ma vie, je me suis dit, on va me payer pour me prendre en photo. Jamais de ma vie. Ah, c'est bien. C'est une dinguerie. Franchement, c'est... Frère, aujourd'hui, on me paye en cachet pour aller dans des pays pour faire des shootings. Moi, je kiffe ma race. Et que c'est Salsa qui m'a donné confiance en moi. Regarde, tu sais, avant de venir ici, je le croise, Salsa. Et là, tout à l'heure, tout de suite, avec Sulo et Salsa, on s'est croisés là au quartier. Ouais. Mais frère, Salsa, il nous a insufflé ce truc artistique. Je pense qu'on n'aurait pas osé si on les avait pas eu comme exemple. Des mecs comme Tiermonde, Brave et Medine, je pense qu'on n'aurait pas osé, je pense. Ça, il était déter. Des fois, j'allais à Paris, je voyais, il y avait des barrières. Sans te mentir, hein, peut-être c'est toi qui les as mises. Hein. Il y avait peut-être 2-3 000 affiches. La boussole. Non, à cette époque-là, je traînais avec eux. Mais moi, je kiffais ma race. Oui. On allait au studio, tout ça, on traînait avec eux, c'était cool. Oh, puis même déjà, t'as appris. Et puis c'est bien, Salsa, en fait, il montre la voie. Il dit, regarde, voilà, ça c'est possible. Moi, j'allais au concert de Medine, on le voit au Havre, c'est normal. Je vois des gens à Paname, ils étaient là, ils devenaient fous quand Medine était là. Oh mais là, ça m'a montré en fait que vraiment, tu peux faire des choses. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis, à l'Ivoire, moi... En fait, toi, tu le connais de Dean Records, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Parce que moi, dans ma tête, c'est quoi? C'est un mec de la Marouge, parce que lui, il est même plus petit que moi. Toi, tu étais un grand du Mont-Gaillard, et qu'aujourd'hui, tu lui dises, voilà, tiens, le numéro de ma coach, moi, ça me surprend. Mais c'est archi bien, hein, mais ça me surprend. Non, pourtant, ça devrait pas te surprendre, parce qu'en vrai de vrai, on vient de la même ville, et si on peut se donner de la force mutuellement... Mais l'Ivoire, pour moi, il est bien entouré. Enfin, je sais pas... tu penses, en fait, que tu prennes l'initiative, moi, c'est ça qui me surprend. Moi, j'ai même été le voir. En fait, à l'Ivoire, même avant la haine, on se croisait sur les concerts de Medine où on se côtoyait, bien sûr. Putain, j'avais jamais fait le rapprochement, tu vois. J'avais jamais fait le rapprochement. Medine, on était au même lycée, donc bien sûr, on se connaît. À Montgaillard, tout le monde se connaît, frérot. Oui, Montgaillard, tout le monde se connaît. Mais quand je te dis, à l'Ivoire, c'est que lui, dans ma tête, tu sais, dans mon imaginaire, c'était pas un mec du MG. Toi, t'étais un grand. Marouge, c'est à côté de chez nous, c'est pareil. Toi, tu te mélangeais pas avec les petits. Non, moi, je me mélange facile. Et toi? Moi, je me mélange. Ou peut-être. Mais frère, j'ai mon équipe de la rue, j'ai mon équipe le Talek, j'ai mon équipe... Quand je te dis tu te mélanges, c'est que tu te mélangeais pas avec les petits. Moi, de souvenirs que j'ai... C'est l'expérience que toi et moi avons eue et que je te dis, quand tu me racontes l'histoire que tu me racontes tout à l'heure, si tu veux, tu peux le dire comme ça, au moins ils auront le contexte. Oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans les douches de Pauline Kergomar. Ouais. Je t'ai parlé comme si t'étais mon pote. Tu sais, je t'ai pas manqué de respect, mais j'ai dû te dire, vas-y toi. Tu sais, j'ai dû te dire un truc bizarre comme ça que tes potes peuvent te dire, tu rigoles, mais un petit te dit ça. On avait 2 ans de différence, t'avais 2 ans de plus que moi. Et là, t'as commencé à me marbrer. Tes potes étaient là, mais vas-y, tranquille, machin. Non, mais je t'ai pas frappé. Non, mais si j'avais dit... Je pense que si je m'étais confronté en mode tu vas faire quoi là je pense que j'aurais été dans tu sais, encore une fois, faut contextualiser le truc. Ouais. C'est que déjà on était jeunes, on n'a pas la même mentale qu'on a quand on a 40 piges. Non. Et surtout moi j'ai capté une chose, hein. En fait, quand t'as les mots, t'as pas besoin d'être violent. Exactement. Wallah, quand t'as les mots, t'as pas besoin d'être violent, frère. Non. Tu peux exprimer une émotion. Oui. Et je pense que la violence qu'on avait quand on était plus jeune, c'était plus de la frustration de ne pas pouvoir extérioriser une émotion qu'on a. T'as mûri, hein? Je sais pas si j'ai mûri ou pas, mais en tout cas, moi, je pense que... Je te dis, mais même, wallah, je vais pas te mentir, hein, t'es pas le premier à me dire en mode, ouais, quand on était petit, on s'est emboucané. Franchement, frère, frère, j'ai vu ma psy, maintenant, c'est... Je suis plus dans ça, gros. En fait, on s'est... Pour vraiment contextualiser le truc, c'est pas... On s'est pas embrouillé, pour que tu comprennes. Ouais. C'est toi, en fait, tu m'as mis à l'amende, tu m'as dit, ouais, vas-y, remachine, tu vas voir. Après, j'ai fermé, j'ai dit, ah, pardon. Ouais, donc un genre de recadré, quoi, en gros. Tu m'as recadré un peu, tu vois. Mais ce que je dis, c'est que toi, tu te mélangeais pas avec les petits. Mais c'est archi bien, franchement, ce que tu fais, c'est très bien. Merci beaucoup, même la haine, là, moi, je prends des places, je donne à l'Ivoire, là, il sait pas.
Mais je prends des places, tac, j'envoie aux gens. Cinéman aussi, quand on est en spectacle, pareil. Machin Dans là. les trucs, je les offre aux gens et tout. Franchement, c'est très, 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 très lourd. Et j'avais une autre question. Dis-moi. Putain, je sais plus où je l'avais noté. Je voulais rebondir. Oui, par rapport à ta psy. Aujourd'hui, toi, tu es un Halpoula, origine sénégalaise. Tu penses que c'est pas honteux de voir un psy? Absolument pas. Absolument pas. Parce que pour ça, c'est pas des gens qui sont fous qui vont voir des psys? Non. En fait, c'est là où je te dis, il faut que nous, on évolue. Mec de province, peut-être. Parce que c'est très le Havre de penser comme ça. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé le cinéma. Parce qu'en fait, le dernier projet que j'ai fait, cinématographique, je jouais le rôle d'un psy. D'accord. Donc, j'ai dû approfondir mes recherches sur ce taf, essayer de comprendre. Donc, déjà, je pense que moi, ça m'a déconstruit le truc sur ce que je pensais initialement. Et que, ouais, effectivement. Tu pensais qui allait voir des psys? Les faibles. Les faibles. Moi, dans ma tête, je me dis, ouais, vas-y, frère, pas besoin. Je vais raconter ma vie à quelqu'un. Pourquoi? Il va me raconter quoi? Et que finalement, en fait, c'est juste faire une vidange. Tu vois, entretenir la carcasse, la santé mentale, et d'avoir on va dire, quelqu'un de neutre qui peut avoir une vision, on va dire, sur ta vie. Parce que nous, on normalise beaucoup de choses sur l'éducation qu'on a eue, sur notre environnement dans lequel on a évolué, qui sont faussés de fou et qui peuvent nous retarder. Tu parles de la violence, tu parles de quoi? C'est une généralité sur beaucoup de choses. Pas forcément un truc précis, tu vois. Tu vois, les charges mentales que nos parents peuvent nous mettre inconsciemment, ils s'en rendent pas compte. Moi, j'en tiens pas rigueur à mes parents. Moi, alhamdoulilah, je les aime de tout mon cœur et je ferai de mon mieux pour les aider, comme ils m'ont éduqué. Bref. Et que je me dis en mode de déconstruire, on va dire, la vision que je peux avoir sur énormément de choses, notamment la relation que j'avais on va dire sur la vie amoureuse que tu parles avec ta fameuse, ouais. Sur l'éducation des enfants, même sur la relation frère-sœur. Après, je pense. Il y a quand même des codes, relation frère-sœur. Ça, c'est une évidence. Ça change pas. Ton petit frère, c'est ton petit frère, ta grande sœur. Ça change pas. Mais après, il y a une manière de le faire. C'est-à-dire que, tu vois, rien que de considérer quelqu'un comme un petit, ça peut être très en mode perçu d'une manière hautaine où tu le prends de haut et ça va mettre la personne sur la défensive. Que si même un petit, tu lui parles en mode avec de la considération, déjà, il va plus être à l'écoute. En fait, c'est plein de manières de communiquer. Mais Ibrahim, aujourd'hui, on est des grands, t'as 40 piges. Toi, il y a des mecs... Balance pas mon âge aussi, s'il te plaît. Je crois que je rigole. Tu l'as dit, mais tranquille. Ouais, bref, t'as tel âge. Mais je sais qu'il y a des gens avec qui tu pourrais pas avoir la même réaction qu'avec tes potes. Si. Non, oui. En fait, pour moi, je vais être honnête avec toi. J'ai tellement confiance en moi maintenant sur qui je suis. En fait, je pense que quand t'es jeune, tu vois, le moment où toi et moi on s'accroche, il y a ce truc où j'ai envie de te prouver que, hey, gros, si tu fais le malin, je te monte. Maintenant, je suis tellement dans ce truc où j'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi. Le contexte dans lequel on était, moi, je te le dis, tu as eu raison. Mes potes m'auraient vu te manquer de respect. Le lendemain, ça aurait été un autre. Abdoulaye. Après, ça aurait été un autre. Et t'as mis le cadre. Pour moi, c'est ça. Mais en fait, je suis même plus dans ce truc d'avoir raison ou pas. C'est, en fait, dans la position actuelle où je suis, c'est que c'est pas ma priorité de te prouver quoi que ce soit. T'as grandi. C'est pour ça que je te dis ça. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est que toi, tu vas tout le temps au foot en salle. Toi, tu croises toujours machin. Ça aurait été une sorte de harcèlement de... À chaque fois que tu viens, un tel te manque de respect. Vaut mieux mettre fin à ça tout de suite. Comme tu fais quand t'écartes... Comme tu fais quand t'écartes quelqu'un dans ton truc de casting. Là, tu dis, viens voir, tac, tu parles avec lui, tu mets les choses au clair. Je sais pas si tu captes. Mais si c'est un mec, tu vas jamais le revoir de ta vie, tu le vois qu'une fois, il te manque de respect. Vas-y, tranquille, t'as raison, salam. Moi, Mbappé, je lui dis, t'es lent. Il va rigoler, il va se barrer. Regarde, je vais te donner un exemple. Vas-y. Je vais te donner un exemple concret qui m'est arrivé avant-hier. Avant-hier, je vais au théâtre. Je vais au taf. Ouais. D'accord? Je suis au taf. Je vais au taf, on vient m'embrouiller. Qui on? Une meuf. Une meuf du théâtre qui vient m'embrouiller. Vraiment, littéralement, elle vient m'embrouiller. Moi, tu t'as vu, je fais 1m85. Mais un motif, c'est quoi? Après, c'est injustifié. Okay. Moi, je te le dis, il y a le mot qui me vient à l'esprit, c'est de la hagra. Hagra au sens propre du terme. Et moi, je suis dans ce truc où
Je suis très en mode impulsif. C'est-à-dire que je sais que si je te mets un coup de pression, wallah, tu vas être traumatisé. Sauf que là, c'est une fameuse. J'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de... Et j'ai rien à prouver, en fait. J'ai rien à prouver du tout. Bref, on est à quelques heures on est à 1 heure du show. Et moi, je dis, hey, frérot, tu sais quoi? Je sais pas ce qui te prend. Je t'ai rien fait. Mais ne prends pas, on va dire, mon calme comme de la faiblesse. Tu sais, il y a un hadith qui dit en mode, le fort, c'est pas celui qui terrasse son adversaire, c'est celui qui maîtrise sa colère. J'étais dans ce mood. Wallahi, j'étais dans ce mood. C'est archi dur. C'est plus dur pour moi. C'est archi plus dur. En vrai de vrai, si je suis violent, en vrai, bien sûr que je gagne. Mais le plus dur, c'est en mode ce que le prophète il nous a enseigné, c'est maîtrise-toi et vas-y, fais ce que tu as à faire. Mais en vrai de vrai, quand je me maîtrise, moi, je saigne du nez tellement je prends sur moi. C'est très, très dur pour moi. C'est extrêmement dur. Surtout quand tu sais que tu n'as rien fait. Concrètement, mais vraiment, je n'ai vraiment rien fait. Et je prends sur moi. Et en fait, comme je te disais, en fait, dans le spectacle, il y a un monologue. Ce monologue, il est intense de fou malade. Il est fort, 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 fort. Et pendant ce monologue, frérot, je craque. Mais craque, artistiquement parlant, c'est hyper stylé ce que ça a donné. Et je le sens. Et je sens que j'arrive à prendre le public avec moi. Parce que tu vois, au premier rang, ça pleure. Tu sors du plateau où tout le monde te check parce qu'ils savent que tu as fait une presta de gueudin. Tu t'es servi de l'émotion. C'est pour ça que je te dis ça. C'est juste, en fait, de prendre des énergies négatives et que tu les transformes. Et moi, la maturité, on va dire, l'expérience que j'ai maintenant, je suis dans ce truc en mode, vas-y, tu sais quoi, en vrai, je sais que je peux te monter en l'air, mais je prends sur WAM et je m'en sers artistiquement parce que pour moi, ça, au même titre que le mec qui va aller à la boxe ou qui va à la salle, bah moi, le théâtre, ça peut me servir de défouloir, tout simplement. Exactement. Non, exactement. Pour moi, un mec de notre âge qui se bagarre, c'est comme un échec. Pour moi, oui. Fort. C'est comme un échec. Fort, fort, fort. Quand je suis arrivé à la fac, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais con. Je parlais avec des gens, ils s'étaient jamais battus de leur vie. Avec leurs mots, ils arrivaient à me faire fermer ma gueule. Mais je te dis, là, au Havre, là où on a grandi, nous, c'est une dinguerie. On se bat pour rien, frère. Je pense que tu te bats pour avoir la paix. Je te le dis, hein, tu te bats pour avoir la meuf là qui t'a embrouillé, c'est... voilà, tranquille. Demain, tu vas dans ton hall, t'as des petits, ils traînent en bas, tu sais que tu vas les revoir, ils sont amenés à croiser ta daronne, ils fument du machin. T'auras peut-être pas la même réaction parce que sur le long terme, ça peut avoir un impact sur toi, ta tranquillité, ta santé, ton... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout est une question de contexte. Mais en vrai de vrai, quand tu dis vaut mieux réagir tranquillement, pour moi, t'as raison à 1000%. Je sais pas si t'as lu le livre Les 4 accords Toltec. Oui. Tu l'as lu. Oui. Si quelqu'un vient te dit ah, t'es gros, c'est que cette personne a un problème avec son corps. En fait, je l'ai lu il y a pas longtemps, ce truc-là. Donc, je pense que ouais, c'est un truc que j'applique aussi. Tu vois, en fait, plus je lis, plus je me rends compte de mon ignorance et plus je suis dans ce truc de vas-y, tu sais quoi, c'est juste qu'il manque une pièce, t'énerve pas, prends du recul. Instruis-toi. C'est comme ça que je le perçois. Maintenant, je démarre plus au quart de tour. Bien sûr, si tu m'en mets une, je vais te monter en l'air. Mais je suis plus dans ce truc d'où je te laisse, t'as un truc à prouver, prouve. Du moment que physiquement, tu me touches, bah vas-y, frère, je te laisse t'aboyer. Parce que Paris, moi, je parle beaucoup avec beaucoup de Parisiens. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils se sentent meilleurs que moi. Je sais pas pourquoi. Ouais, sûrement. C'est des malades. Ouais, tu sais, ils savent tout mieux que moi. Ouais, sûrement. Et des fois, ça peut être fatigant, tu vois. Ouais, mais encore une fois, après, faut pas calculer, faut pas donner l'heure. Mais imagine-toi. Mais tu sais, attends, mais je vais te donner un exemple. Où c'est là où on n'est pas tous obligés d'avoir la même perception on peut voir le même truc et avoir une lecture carrément différente. Tu vois, Karine, quand je te parle de ma grande sœur du game, ouais. Elle m'a emmené à une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, je me rappelle plus si elle était bien ou pas. Bref, c'était en petit comité. On arrive dans ce théâtre et dans le public, on est 2 Renois. Ouais. T'entends ? On est 2 Renois. Et comment c'est disposé en carré. Donc c'est là, tac, tac, et la pièce, ça se passe au milieu. Moi, je suis là et le Renois, il est à l'opposé de moi. Tu sais ce qui se passe ? Le Renois qui est devant moi, là, il s'endort
pendant la pièce et il ronfle. C'est de la faute de qui? De la Attends, pièce Renoir. ou du Renoir? Peu importe, gros. Elle est même pas là, la question, frérot. C'est-à-dire, moi, je suis là. Moi, je suis mal à l'aise. Bien sûr. T'as vu, tu m'as dit bien sûr. Ben oui. Bah, Karine, elle me dit, mais en quoi ça te concerne? Pour moi, il nous représente un peu. Harry. Sauf que, t'as vu la perception que toi et moi, quelqu'un de caucasien ne peut pas comprendre la même gamberge que toi et moi avons. C'est-à-dire que moi, quand je sors, je suis avec Karine et avec 2 autres collègues comédiens. Ouais. Ils me disent, mais Ibra, en quoi ça te concerne? Je dis, vous pouvez pas comprendre. Et moi, je me dis, bon, c'est moi, je suis paro. Je suis un ouf. Peut-être que, ouais, ils ont raison. J'appelle mon frère Adama. Wesh, Adam, dinguerie, je vais au théâtre. On est 2 Renois. Le Renoir devant moi, il s'endort et il ronfle. Mais non! Lui, il capte direct. Ouais. Je dis, mais je suis pas ouf. Mais non! Il est chiant. Oui, parce que c'est. Mais oui. Tu vois Moi, des fois, moi, je te dis la vérité. Je vois des noirs faire n'importe quoi, je vais les voir, je leur dis, oh, Gérard, arrête de faire n'importe Donc, quoi. Abdoulaye, en fait, Tu me c'est pètes la honte. pour te dire que de là d'où tu viens, de comment tu as grandi, de ton éducation, tu peux avoir la même chose que moi et avoir une lecture qui est carrément différente. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Parce que là où j'évolue dans le milieu artistique, ils n'ont rien à voir avec l'environnement dans lequel j'ai grandi. Ça n'a rien à voir, frère. Mais c'est 2 mondes qui sont carrément différents, frère. Je suis un mec de quartier, je suis musulman, je viens du Galchen, je suis un Halpoulard, frère. Ouais. Descendant d'esclaves. En fait, c'est tous ces trucs-là qui font qui je suis aujourd'hui. Et en fait, tout... parce que c'est là où la dualité, elle est folle. Dans ma tête, en fait, c'est un freestyle de ouf. Ouais. Je suis un artiste musulman, en mode mec de quartier. En fait, tous ces codes-là qui sont dans ma tête, si tu vas pas avoir une psy, Ouais, si tu vas pas voir une psy. si tu vas pas avoir une psy pour pouvoir déjà extérioriser le truc, pour capter vraiment que c'est une dinguerie ce que tu es en train de vivre. Frère, à un moment donné, ton cerveau, boum, il grille. Je crois que d'autres personnes, s'ils avaient la même chose que tu avais dans la tête, pèteraient les plombs. Ou ça dépend de la résilience de chacun et de je sais pas moi, de la solidité de chacun. Après, je suis un être humain. Des fois, je craque. Ouais. Des fois, je craque. En cachette. Non, bah, en fait, ce qui est bien au cinéma, ou en tout cas dans le milieu artistique, on assume le fait de pouvoir pleurer. Au cours de Karine, on a un moment où on peut pleurer normal. Ah ouais. On se retourne, genre, on fait des exercices de respiration. Ouais. Moi, je fais la vidange à ce moment-là. C'est-à-dire que même en tant que bonhomme de 93 kilos, ouais, de moi, wallahi, je me lâche. Est-ce que des fois tu te dis... Parce que moi j'ai fait des cours de théâtre, parce que tu sais, caméra, tout ça. Des fois je me dis, mais putain, si des gens que je connais ou ma famille me voyaient faire ce truc bizarre là, le burlesque, je sais pas si tu connais. Bref, un jour il y avait un cours sur le burlesque où je faisais des trucs de gogol, je disais, oh, c'est quoi ça? Mes frères, c'est-à-dire, moi, déjà, je me rappelle, il y a un truc, dans les premières fois où je venais voir Karine, elle m'a fait faire une scène. Et c'est une scène où je devais raconter un truc où le mec, il se vénère. Et quand il se vénère, en fait, c'est la 25e heure, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et il a un monologue dedans où il se vénère. Et à un moment, il dit un truc sur les musulmans. Et je sais pas pourquoi cette phrase me faisait pleurer. D'accord. Cette phrase me faisait pleurer. Quand je la racontais, cette phrase, elle me faisait chialer. Et ça fait... Nous, au cours de Karine, on est 10 à peu près. Ouais. Et moi, mec de quartier, c'est-à-dire quand je pleurais devant eux, c'est limite, je l'ai fait 3 fois. Dès que je sentais qu'il y avait les larmes, j'arrêtais le texte et je sortais. C'est-à-dire que je l'ai coupé dans l'émotion en tant que spectateur. Au début, elle me laissait, 1 fois. 2e fois. 3e fois, elle m'a attrapé derrière. Elle m'a dit, écoute bien ce que je vais te dire. La prochaine fois que tu coupes la scène, si tu t'arrêtes, ne reviens plus dans mon cours. Ça l'handicapait. Ça l'handicape pas, frère. Tu veux être comédien, assume les émotions qui montent. Les gens, ils viennent chercher des émotions. Pourquoi t'assumes pas? Parce que j'étais pas un acteur confirmé. Parce que pour moi, je me regardais. En fait, quand t'es comédien, faut pas que tu te regardes. Pourquoi? Si tu te regardes en tant que Ibrahim Ba, mec de quartier, en mode wow, comment ça, moi je pleure, moi, tu crois, tu vas te dire, tu vas te retenir. Ça, c'est quand on était petit. Je te parle dans mes débuts quand j'ai commencé avec Karine. Maintenant, moi, je m'assume. D'accord. Là, je te dis au début avec Karine, c'était ça. Oui. Là, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit dimanche, j'ai pleuré sur scène. Il y avait 500 personnes devant moi. Je m'assume maintenant. Je suis en mode, vas-y, aucun problème. J'ai aucun problème avec ça maintenant.
T'as raison. C'est que juste j'arrive à faire la distinction entre Ibrahim Ba et Ibrahim Ba qui se sert de Issa pour faire la vidange de ses émotions. Toi, tu crois que les jeunes d'aujourd'hui, que ce soit des jeunes de quartier ou d'ailleurs, ils devraient exposer leurs émotions ou c'est dangereux? Toi, tu as un certain âge, tu as une certaine expérience. Tout dépend. À qui? T'as la faiblesse, faut pas... Si tu montres ta faiblesse à ton ennemi, t'es mort dans le film. Mais ouais, si t'es dans un endroit safe, avec ton amoureuse, avec ta mère, avec tes frères et sœurs, faut être soi-même. Exactement. Et même la vidange, pour moi, elle est vitale. Faut pleurer. C'est clair. Si tu retiens trop, à un moment, ça va exploser. Je te jure. Ibrahim, on a beaucoup parlé d'humain. J'aimerais bien qu'on parle un peu de machine et d'IA. Je sais pas si toi, tu vois un peu ce qui se passe avec je suis très inquiet. l'IA. Je suis très inquiet. Ça t'inquiète ou ça mais ça te rassure pas? Tu te dis pas demain, si j'ai un film à faire, tac, je peux... Non, je pense que le but final, c'est de nous mettre hors de portée, je pense. Tu sais, il y a moi, j'ai fait des stages de voice-over, de doublage. Ouais. Et c'est flippant ce qu'ils font. C'est flippant. Même moi, quand je vois en mode sur Netflix ce qu'ils sont en train de faire, quand je me vois parler en japonais, en rebeu, parce qu'ils arrivent même à reprendre le mouvement de la bouche. C'est les acteurs. Ah non, c'est pas. Ils font des dingueries, frérot. Attends. Le doublage, c'est pas des acteurs qui font ça? Si, en fait, c'est des acteurs qui le font, sauf que en fait, ils arrivent avec je sais pas comment ils ont fait, avec de l'IA, à synchroniser le mouvement de la bouche pile poil avec la langue que tu as choisie. Ça, c'est bien. C'est une dinguerie. Mais c'est bien. Ouais, c'est une dinguerie. Toi, ce qui te dérange, c'est quoi? C'est les ça me dérange pas, frérot. C'est que En fait, ce qui te fait peur, plutôt, c'est les gens... Enfin, c'est le remplacement des gens. Par exemple, là, demain, moi, je veux une cascade, une voiture qui saute, machin, tac, l'IA, elle me le fait. Il n'y a plus besoin de cascadeurs. Salam alaikum, les cascadeurs. Ou c'est plus... moi, je peux beaucoup plus facilement faire mon film avec peu de budget, etc. Parce que ça a des avantages et des inconvénients, quand même. Ouais, non, mais il y a des avantages de fou. Mais en tout cas, je pense que ça va nous éteindre, moi, j'ai l'impression. Si on utilise ce genre d'outils, je pense qu'on a des soucis à se faire, je pense, moi. T'aurais envie de regarder un film réalisé par l'IA? Tu sais, je vais te dire une dinguerie. Je vais te dire vraiment une dinguerie de fou. Je suis pas cinéphile. D'accord. Tu regardes pas de films? Je vais pas au cinéma, je vais pas au théâtre. Ah ouais? Putain, je voulais te la poser la question. Je vais être honnête avec toi. Mais je te dis, dans ma crédibilité, quand... Tu sais, là, j'ai un frérot à moi, je vais même pas dire son blaze, mais ouais, effectivement, quand t'es là, où des fois, au théâtre, on dînait ensemble, ils sortaient des blazes, je connaissais rien. Ou des scènes, ou des classiques. Films, ouais. Et tu t'assumes ou tu dis... Ouais, mais il est là, le problème, c'est que j'assume de fou. T'as raison. Moi, je fais jamais le connaissant. Je connais pas. Je connais pas. Vaut mieux être con 2 secondes que de le rester toute sa life. Ah non, moi, j'assume pleinement ce truc. Mais après, je veux pas rester con. Donc, ça veut dire que je me rappelle, j'ai un frérot à moi qui s'appelle Shahid. Et on avait cette conversation. Et il sait que je suis un comédien. Ouais. Et qu'on parle de Pulp Fiction. Et je dis, Shahid, j'ai pas vu Pulp Fiction. Il m'a dit, je vais te niquer ta race. Là, tu vas aller chez toi. Il va me niquer parce que là, je mime sa voix. Mais il a une voix comme ça. Et tu vas regarder Pulp Fiction. Et je te dis la vérité. Ouais. Je suis rentré chez moi avec Samuel L. Jackson. Maintenant, bien sûr, je l'ai vu. Ouais. Mais en fait, Shahid, donc merci à Shahid, je pense que maintenant, dès qu'on me dit classique, j'ai ce truc de me dire, vas-y, je vais aller faire l'effort. Je vais aller regarder le film. Je suis en train de m'éduquer comme ça, tu vois. Je me refais mon petit, toutes les lacunes cinématographiques, je l'ai fait. Mais tu t'occupes comment? Toi, tu rentres chez toi, tu fais quoi? Tu regardes pas une petite série, un petit truc? En fait, moi, je pense que j'avais une grande frustration, c'est que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, donc j'étais plus dans ce truc de vouloir rattraper mon retard sur les livres, donc j'aime bien lire. C'est bien. J'aime bien lire. Là, tu vois, il y a un frérot du théâtre qui s'appelle Patrick, qui m'a offert un livre qui s'appelle 1984, c'est sur la liberté de penser et tout ça. En fait, je suis dans ce truc où j'apprends l'anglais, j'aime bien apprendre les langues. Donc, tu parles pas déjà anglais? Oui, si. D'accord. Si, je parle anglais, mais tu peux toujours progresser encore et encore et encore. Mais même le français, moi, j'aime bien élargir mon vocabulaire. Faut lire pour ça. C'est pour ça, je te dis ça. Moi, j'aimerais bien engrainer les petits du quartier à lire plus de bouquins. Tu peux pas en sortir un ou en proposer un? Moi, je te dirais la biographie de Malcolm X.
Ouais. Moi, elle m'a fait pleurer. Ouais. C'est un mec comme nous, lui. Ouais. Ou même la biographie. Moi, en fait, j'aime bien les vraies histoires. Même la biographie de Mike Tyson. Ouais. Moi, j'aime bien la vie de gens qui m'inspirent, tu vois. Ce genre de choses, pour moi, en tout cas, ça me procure des émotions et que, subhanallah, en fait, Mike Tyson, j'ai un truc où, dans le bus, il m'a fait pleurer et je sais pas pour... Et en fait, rien que je me suis dit, putain, un bouquin arrive à te faire chialer alors que j'étais en public, dans le bus ou des choses... Je me suis dit, ça, c'est plus fort qu'un film pour moi. C'est une dinguerie. Parce qu'en fait, ça fait marcher ton imagination. Donc, c'est-à-dire, c'est toi qui crées ton propre décor dans chaque... Parce que je sais pas si tu l'as lu, la biographie de Mike Tyson. Non. À un moment, il se décrit en haut d'un toit avec plein de cages, avec des pigeons, parce qu'il élevait des pigeons. Ouais. Et c'est tous ces trucs-là où t'as pas besoin de... Non, moi, je me suis mis en haut de toit de mon quartier et je me suis mis des cages avec des pigeons et ils venaient... C'est ces trucs-là où ça fait travailler ton imagination et ça, je kiffe. Le pouvoir du bouquin qui fait ça, c'est ça que je kiffe. Franchement, c'est bien. Tu crois que ça se perd un peu la lecture ou pas? Moi, je me suis mis tard. Ouais. Je m'y suis... Ça, c'est à cause de l'école, tu crois? Parce qu'on me donnait des trucs à lire. Moi, je pense... écœurants, putain, c'est une dinguerie. T'as vu, je suis dans la confession et, au risque de paraître ridicule. Moi, c'est une meuf qui m'a donné envie de lire. Parce que j'étais amoureux d'une meuf qui parlait super bien. Ouais. J'étais amoureux d'une meuf qui parlait super bien. Et moi, je sors de mon quartier. C'est-à-dire que moi, quand je sors de mon quartier, je suis en mode, ouais, t'as limité. Ouais, gros, bien. Ah, stop. Et elle, je la voyais, et je sais pas ce qu'elle a kiffé en moi, mais en tout cas, elle a vu un truc où moi, je la voyais parler. Je disais, putain, c'est une dinguerie comment elle parle bien. C'est une dinguerie comment elle parle bien. Et je dis, je veux parler comme elle. Et elle m'a initié à ça, on va dire, et que j'avais envie de rattraper mon retard. Et je pense que donc, pour combler ce truc-là, là où j'ai commencé à bouffer des livres, où je m'imposais un livre par mois, après un livre par semaine. Même avec Sulo, on se motivait à lire des bouquins et tout ça. Et alhamdoulilah, je pense, aujourd'hui, ouais, j'ai les armes, en tout cas, pour me défendre ou pour pouvoir exprimer des émotions ou des choses comme ça. Et donc, si j'avais un message à dire aux petits du quartier ou un truc comme ça, c'est lisez des bouquins. Vraiment. Ton top 3, c'est quoi? Malcolm X, Tyson? Enfin, moi aussi, je veux dire le Coran. Là, c'est trop quartier, il y a un peu de tout, tu vois. Non, bah là, franchement, Toltec, ouais. Ouais. Je te dirais Malcolm X. Moi, pour moi, historiquement parlant, ce mec, c'est une dinguerie. C'est vraiment un mec... c'est un exemple pour moi dans la chronologie de sa life. Comment il a vécu. Ouais, et Mike Tyson, parce que Mike Tyson aussi m'a touché. D'accord. Mike Tyson. Moi, je suis un mec des biographies, j'aime trop ça. Les autobiographies, j'aime trop. Tu l'as lu, celle de Steve Jobs? Pas du tout. Putain, en fait, ça va te donner... Moi, je suis un entrepreneur un peu comme toi. Et des fois, tu vois, on est seul dans notre coin, on croit qu'on est fou. Et quand tu lis le livre de Steve Jobs, tu regardes un peu comment même Bill Gates, il réagissait au truc, au machin. Tu prends des shoots de motivation. Et toi, je pense que ça peut t'aider dans le délire de... Putain, on m'a dit 800 ans. Je pense pas que tu aies besoin de... Je sais pas si tu as besoin de ça, mais ça peut t'aider à normaliser peut-être l'échec. Je sais pas si tu as lu aussi l'effet cumulé. Non, je connais pas. Celui-là aussi, je te le conseille, tu vois. Tu vas capter que chaque petite scène, chaque petite pub, chaque petite machin, ça va t'amener... demain, tu fais un Marvel, bah, tu comprendras que c'est l'effet cumulé de tout ça, tu vois. Okay. Bon, je sais pas si Marvel, pour toi, ça veut dire la réussite, mais voilà. On parlait des jeunes, là, tout de suite. Là, tu as un jeune de 17, 18 piges au Havre, là, il veut faire de la scène. Déjà, là, tu nous as parlé d'un raccourci qui était vraiment bien, c'est d'avoir un agent ou une agence, tu vois. Toi, tu lui proposerais quoi? De rester au Havre, d'envoyer des DM? En tout cas, moi, je suis persuadé que le fait de rester au Havre, c'est niette. C'est niette dans le sens où... Déjà, si tu veux te faire les... Si tu veux te faire les dents, il faut aller avec les plus grands. Les grands sont sur Paris. Et les opportunités, il faut les créer sur Paris. Parce que tout se passe là-bas, les castings. Paname, c'est dur, hein? Toi, tu vis dans Paname, non? Non, je suis en banlieue, je suis dans le 93. Parce que moi, Paname, je vais chez des gens, c'est tout petit, c'est super cher. Là, j'ai mon petit 50 mètres carrés, ça me convient, j'habite solo, frérot. 50 mètres carrés tout seul, ça va. C'est pour ça que et encore une fois, je te précise, je suis à 25 minutes de Paris. Tu vois, je suis pas dans Paris même. Dans Paris même, effectivement, ça va être des 12 mètres carrés, des 15 mètres carrés, mais moi, je me vois pas dans un petit... dans une cage à poules comme ça, en mode... j'ai envie d'avoir ma qualité de life tranquille, tu vois.
Vaut mieux. Hein. Sinon, je pèterais un plomb, frérot. J'ai vécu dans un 12 mètres carrés, j'ai pété un câble. C'est comme une cellule de. C'est une dinguerie, c'est une prison pour moi. Je peux pas. Je te jure. Mais du coup, ouais, mais après, pour le lancement, ça peut être bien. Donc, bref, il arrive à Paname ou banlieue, Frérot, bref. En tout cas, il faut se créer ses opportunités, il faut se faire son réseau. Moi, j'ai eu beaucoup, c'est pas de la chance, mais en tout cas, parce que je pense que je me la suis créée quand même, cette opportunité, avec du bagou, avec du culot, et que j'avais aussi cette image que j'avais créée au préalable, où j'étais actif sur les réseaux, et que j'avais une page qui était crédible, parce que la meuf, cette grande dame, elle m'a donné la crédibilité de pouvoir utiliser son nom en disant « Tu viens de la part de Omar et Hélène », tu vois. Et je pense qu'elle le fait pas à n'importe qui. Donc, c'est déjà ne pas se tromper d'objectif. C'est-à-dire que si tu le fais pour le bif et la fame, t'es mort dans le film. Ça vient pas tout de suite. Personne. Quelqu'un t'a déjà reconnu dans la rue? Ouais, mais je suis pas... Mais non. Bah ouais, ça tue, c'est bien, c'est bien. Mais moi, pour moi, tu te trompes. Moi, je me rappelle, Karine, elle m'a demandé en mode, tu veux le faire pourquoi, ce truc? Moi, c'est juste le plaisir de jouer, en fait. Tu sais, il y a un film pour lequel j'avais été pris qui s'appelle Drift avec Cynthia Erivo. Ouais. Où quand j'entends que je suis pris, donc mon agent me dit « Ibra, t'es pris !» Et moi, je suis en course de taxi, tu vois. Et je dis « Ah !» Et le client, il est avec moi, il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Ouais, je sais pas, j'ai été pris pour un projet international, je suis archi content. La meuf, c'est une rockstar en anglais. » J'étais hyper content, tu vois. Et 1 semaine, 2 semaines, on m'envoie mes billets d'avion parce qu'on a tourné ça en Grèce. D'accord. J'étais hyper content. Sauf que j'ai pas signé mon contrat. Et Karine, elle me dit en mode t'es payé combien? Je sais même pas. Elle me dit t'as dit quoi là? En fait, pour moi, c'est tellement un kiff que je m'en battais les couilles du bif. Je sais pas si tu veux que je vais essayer. Et aussi, t'en as peut-être pas la nécessité. Ah, parce que j'ai mon taxi. C'est pour ça que je t'ai dit c'est dans mon taxi, il me sert. Ça, c'est un luxe de malade. Hein. Franchement, c'est pour ça que je t'ai dit ça. En fait, c'est là où en fait, faut avoir un taf à côté. C'est-à-dire que moi, je peux me permettre de me dire, vas-y, gros, moi, je le fais pour le kiff. S'il y a du bif, alhamdoulilah. S'il n'y a pas de bif, alhamdoulilah. Ça veut dire que ça, c'est des trucs... Toi, il y a des projets que tu kifferais comme ça, gratuits, tu peux les faire. Mes frères, tout ce que j'ai fait, je le ferais gratuit s'ils savaient tous. Okay. Tous, frérot. Moi, je te dis, moi, si j'avais pas Karine, je pense que j'aurais été le bolos du cinéma. Pour moi... Moi, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai joué pour le rôle d'un psychologue. Oui, c'est un Renoir comme nous. Je sais même pas s'il est Galsen. Il s'appelle Demba Coulibaly, Big Up. Ouais. C'est un petit Renoir qui il m'a vu. J'ai joué le jeu normal. J'ai même pas pris un sou. Je l'ai fait avec un kiff. Il y a un petit Réa que j'ai kiffé jouer pour lui, le petit Nakash, gratuit. Moi, je peux jouer gratuit. J'ai aucun problème avec ça. Pour moi, réussir sa life. Je te jure que pour moi, c'est ça. C'est ce que tu fais, taxi, machin, à droite, à gauche, tu as des scènes, tu pourrais même les faire gratuites, mais que tu prends du bif pour le truc que tu aurais pu faire gratuitement, comme les footballeurs, tout ça, là, c'est magnifique. Ça, moi, c'est un kiff. Moi, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. Faut continuer. Faut continuer. Hein. Mais c'est pour ça que je suis content d'être je dirais pas privilégié, mais en tout cas, tu sais, attends. Des fois, il y a des gens, ils me demandent pourquoi tu fais ça. Je leur dis parce que j'ai envie. Tu sais que c'est un luxe de baiser de faire quelque chose parce que tu as envie. Ouais, c'est une dinguerie. Ça te rapporte peut-être de l'oseille ou pas, on sait pas. Ouais. Mais pour moi, t'es un privilégié de ouais, ouf. Ouais. Est-ce que toi, des fois, tu dois faire des excès d'humilité? Par exemple, tu vas avec tes potes. Je sais pas si toi, t'es acteur, t'as le droit de bouffer où tu veux, ce que tu veux, hein, mais ils te disent ouais, ce soir, on va manger. Ils te disent au kebab. Toi, tu leur dis, abusez pas, on va manger là-bas. Je mange jamais au kebab parce que c'est plus hygiène alimentaire dans le sens où j'aime pas manger. Moi, les seuls écarts que je fais, c'est le tchèb, frère. Mais sinon, je mange pas au kebab. Et si tu refuses, tu peux te faire embrouiller Non. Ah, je mange pas. Non, mais c'est même quand j'avais pas dosé, j'ai jamais été kebab. Ah, d'accord. J'ai jamais été kebab de fou. D'accord. Non, quand je te dis tu te fais embrouiller pour le tchèb, c'est tu peux aller chez tes parents et dire je mange pas. Ah, ma daronne, elle me fait la gare. Même là, en mode, là, j'ai mangé. Ouais. Mais j'ai dû aller au sport. Hier, j'ai dû faire Bellec. Et là, ma daronne, donc je me suis tué, je me suis tué le bide. Elle me dit, tiens, je t'ai fait une assiette. Je dis, non, tranquille. C'est bon, là, je me suis tué. C'est en mode, j'essaie de me limiter parce que... Elle comprend. Elle comprend pas. Elle comprendra jamais. Mais parce que j'ai essayé. Hein. J'ai dit, que tu le veuilles ou pas, mon physique ou ma shape, le côté fit, c'est mon taf.
C'est mon taf. Je suis comédien, je suis modèle. Et même quand je monte sur scène, j'aime bien être frais. C'est mieux. J'aime bien peser un certain poids pour pouvoir bouger plus facilement. Parce que c'est un... Je sais pas si tu auras le temps de venir voir la pièce, mais si je l'aurai. C'est sport. Ouais. C'est sport. Il y a beaucoup de changements. Tu te changes archi rapidement. Tu te changes et tout ça. Les gens, ils te portent. Moi, je sais que... Ils te portent toi? Ah ouais, ils me portent. Il y a un moment, je faisais 99 kilos. Et je sais que Kamel, big up, ouais. il s'est plaint à la direction. Ouais. Oh, Ibra, il est lourd. C'est toi qui es passé. Et le boss du théâtre, sur le ton de la plaisanterie, il m'a dit oh, Ibra, il faut qu'on rajoute un pompier pour toi. Parce qu'en gros, c'est un pompier qui me porte et tout ça. Mais moi, le message dans ma tête, c'était en mode frérot, va à la salle. Non, c'est bien. Frérot, va à la salle. Normal. C'est bien. Non, en vrai, de vrai, c'est lourd. Quand je te disais, Ibra, c'est excès d'humilité, c'est que. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis pas. Frérot, je t'arrête tout de suite, je suis pas blindé. J'allais te dire ça. Je suis pas blindé. Moi, je suis pas riche. Toi, t'es pas riche. Mais des fois, je suis dans des situations où les gens me disent, on parle comme ça, hein, ouais, l'hôtel, machin, tant, ça archi cher. Dans ma tête, moi, je sais que le montant qu'il a dit, pour moi, c'est pas si cher que ça. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des trucs comme ça, ou ça va, t'es aligné avec ton entourage, c'est toujours pareil? Truc d'adaptation, en vrai de vrai. Non. Moi, mon équipe, alhamdoulilah, tout le monde travaille, tout le monde a les moyens. Moi, c'est mon équipe de toujours, hein, les P de la R avec qui j'ai grandi depuis qu'on est en maternelle. Ça, c'est lourd. Et mon équipe, franchement, même quand on bouge ensemble en vacances à Dubaï ou peu importe où on va, franchement, en plus, nous, on est dans ce délire où limite, ça se tape pour payer l'addition. Alhamdoulilah, nous, on est des amis d'enfance depuis toujours. Vraiment, on a un truc de fraternité. Laisse tomber. Et je suis content parce que même en vrai de vrai, il y a même des gens qui nous envient. Il y a le din qui nous lie. C'est-à-dire que même si tu payes l'addition, tu sais que c'est fissabilillah. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dieu va te le rendre. C'est plus on n'a pas ce problème-là. Dieu va te le rendre. Mais je t'arrête, je suis pas blindé plus qu'un autre. Même là, le premier gros bif que j'ai pris, oui, je suis parti en Afrique du Sud où j'ai fait de la plonge, je suis parti tout seul. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette du premier gros bif que tu as pris? Frère, on est payé en cachet au cinéma, d'accord? Le plus gros cachet que j'ai pris, c'est 1500 € jour. Alors, par jour, quand tu viens sur le plateau, on paye 1500. Moi, j'ai pas peur de parler d'oseille dans le cinéma. Putain, c'est un mois de mon taf. Ouais. Ça, tu le sais ou pas, ça? Ouais, en fait, frère, Ah oui, de toute façon, t'as la valeur de la thune, vu que t'es frère, taxi. moi, je suis taxi, frérot. Tu sais ce que c'est 1500? Non, mais je vais t'arrêter. Donc, ça veut dire que moi, quand mon agent me négocie ça, et que je suis très lucide aussi le premier rôle de combien il touche. C'est-à-dire que moi, je te dis, je touche 1500 jours, mais je sais que le premier rôle, je sais combien il a touché. Et je suis même pas un smicard quand je sais ce que le premier rôle a touché. Ah, sur moi, t'es quand même content. Mais frère, tu m'as... Je t'ai dit que même... Tout à l'heure, je t'ai dit que même gratuit, je l'aurais fait. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Tout à l'heure, je t'ai dit que même gratuit, je l'aurais fait. Mais tu sais, moi, je te le dis, la psychologie humaine, la sociologie, c'est archi compliqué. T'as des mecs qui gagnent 5000 balles, c'est énorme au Havre. Parce que l'autre gagne 6000, il est pas content de son salaire. Moi, alhamdoulilah, t'inquiète pas. Moi, je suis très lucide. Je suis encore une fois, moi, quand t'as une coach comme celle que j'ai, qui te... Même quand j'ai touché mon bif, elle me dit, écoute bien ce que je vais te dire, les impôts vont venir. Ouais, parle-moi de ça plus tard. Et ben, je te jure que j'ai claqué tout mon bif. Et dès que j'ai claqué mon bif, les impôts se vont. Putain. Et parce qu'en plus, c'est pas faute d'avoir été prévenu, mais c'est juste que quand tu vois tout le bif sur ton compte, tu dis ah ouais, je sais quoi ce délire, bah. Et ça se crame très 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 vite. Et nous, on n'a pas eu d'éducation financière. T'en as pas eu, mais je pense que si tu vends des casse-dalles pendant les tournois, t'es un minimum éveillé. Alhamdoulilah, en fait, c'est-à-dire que moi, déjà là, quand Karina me prévient et que je fais de la merde, c'est-à-dire que quand je me fais tabasser par les impôts, je me dis, ah ouais, chaud, j'ai fait de la merde, mais donc je sais que les prochains projets que je vais avoir, je vais gérer différemment. Et là, c'est là où tu investis sur un terrain en bled, c'est là où tu commences à construire, c'est là où tu te dis, tu peux faire un Airbnb ou des... Voilà, tu essaies de... on va dire, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Là, tu t'éduques malgré toi. Parce que tu as été confronté à une réalité qui fait qu'en France, c'est pas comme ça. En fait, tu as des charges à payer, tu as des trucs à payer, il faut que tu assumes. Voilà quoi, pour pouvoir payer les écoles, pour pouvoir payer la sécurité sociale, des choses comme ça, tout simplement. La France, c'est bien aussi. T'as lu Père riche, Père pauvre? Non. Là, dans ton truc à toi,
Ce serait magnifique que tu le lises d'urgence parce qu'il va te poser des questions. Il va te dire quand est-ce que tu as dépensé de l'argent dans un truc qui allait t'en rapporter. Toi, c'est bien, tu as bien dit terrain au bled, Airbnb, machin. Là, déjà, tu as l'air d'être un peu éveillé, mais si tu l'avais lu peut-être plus tôt, peut-être tu aurais eu des petites pistes à droite, à gauche. Ça aurait été très, très long. Ouais, sûrement. Moi, je te le conseille. Comment tu dis? Il s'appelle comment? Père riche, père pauvre. Ok. Daron riche, daron pauvre. Du coup, là, c'est quoi la suite là pour toi? Où est-ce qu'on peut te suivre? La suite, pour moi, déjà là, il me reste encore une semaine sur Passeport pour cet été. Ouais. Pas de tournée. Si, ah oui. Bah, après, là, je t'avouerai que je viens de recevoir le contrat, donc en vrai de vrai, je l'ai survolé. J'ai pas encore lu les dates où est-ce que ça va se passer exactement. Mais ouais, il y a des castings qui ont été effectués, que j'espère que ça va se concrétiser. Mais l'envie principale, c'est de finir bien Passeport et de bien défendre jusqu'à la fin. Après, de revenir dans le game du cinéma, parce que moi, c'est vraiment mon amour premier. En sachant que quand même, mes plus belles sensations que j'ai eues, je te dis la vérité, c'est dans le théâtre où la fois où tout le quartier est venu me voir en surprise et que je ne m'attendais absolument pas à ça et que c'est là où je te dis... C'est des bons les mecs de ton quartier. Frérot, ce qu'ils ont fait, c'est mon frère qui a organisé ça, où il a ramené tout le quartier. Est-ce qu'il a pris un car, un bus? Ouais, ils ont pris des bus. Ça tue? Frère, j'étais pas prêt. C'est-à-dire, moi, je fais ma pièce, et franchement, j'étais super bon ce soir-là. Et au moment de la salutation, je vois 1, 2, 3, 20. Ah, tu les avais pas vus avant? Non, j'étais concentré. Je pense que j'étais concentré. J'étais vraiment concentré. Tu vois pas le public? Non, mais c'est l'avantage. Si tu veux commencer à voir les gens, je pense que ça peut te déstabiliser. Ils sont pas illuminés, tu veux dire? Non, ils sont dans le noir. Tu vois que des ombres. D'accord. Tu vois que des ombres. Théâtre, c'est différent du point virgule. Je sais pas. Je sais pas si tu connais le point virgule. Si, je connais, j'y suis allé, mais tous les théâtres, en général, quand tu joues, en tout cas, quand tu joues, bah, tu vois que une pénombre, mais tu vois pas les gens. Parce que ça peut te déstabiliser, je pense, en tout cas. Ouais. Après, j'ai pas l'expérience en vrai d'un mec qui a une longue carrière. Moi, c'était ma première pièce, mais en tout cas, nous, à la Renaissance, t'es sur scène où t'es éclairé, bien sûr, et que les gens du public, tu vois, il y a des gens, mais non, je vois pas le regard des gens. J'ai pas vu. Ça tue. Du coup, peut-être d'autres films, pièces de théâtre, mais ça aurait été bien. J'aurais kiffé parler un peu plus de l'éducation financière, mais ça ce serait peut-être un autre jour. Tu viendras avec plaisir. Avec un de tes potes ou un de tes frérots. Avec John Sulo. Avec John Sulo, ouais. Justement, je voulais te parler de lui parce que lui, justement, on était parti le voir. Il y avait des mecs du Montréal en plus. On était parti le voir au point virgule. Il nous a vu tout de suite. Tu vois qui c'est Marvin Amadouba? Oui, bien sûr. Mais le stand-up et le théâtre, ça n'a rien à voir. C'est pas le stand-up, bah, tu interagis avec le public. Justement, il est là, le truc. C'est que, pour ça, ouais. Et que le théâtre, tu fermes ta gueule et nous, on te raconte notre histoire. C'est différent. Quand tu dis ferme ta gueule, t'as pas le droit de parler. Bah, frère, tu interagis pas. Ton téléphone sonne, on te regarde bizarre. Mais frérot, moi, je me rappelle, pendant mon monologue, je voyais un mec qui filmait. Ça me dérangeait de fou. En plus, il le dit, Sileyman. J'ai rangé vos téléphones, profitez du truc. Ah non, mais frère, le théâtre, c'est... Non, pour moi, tu t'assois et tu regardes, on te raconte notre histoire. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est très dur. Aujourd'hui, là, c'est très dur de pas toucher son portable. Ouais. Les gens ont trop de mal à pas partager. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, c'est lourd. Hein. Est-ce qu'il y a un truc duquel tu aurais aimé parler, dont on n'a pas parlé? Franchement, on a parlé de tout. Ouais. Non, il y a tout. Franchement, c'est bien. Moi, je te dis, ce que tu fais là, c'est lourd. Et moi, je te dis, quand je t'ai vu là dans le truc là, Netflix, machin là, en plus je voyais sur Facebook, tout le monde en parlait, machin, truc. Je dis, putain, ça y est, là, faut que je suis déjà motivé et tout. Hein. Mais en vrai, de vrai, mais Abdoulaye, tu m'as motivé encore chacun plus. Va à son rythme, hein. Je te dis la vérité. Hein. Faut pas, chacun son rythme. Faut pas se comparer. Moi, je me compare pas. Mais je me dis, putain, la dernière fois, je l'ai vu, il était dans une pub Samsung. Là, je le vois dans un truc Netflix. Putain, il faut que je me bouge. C'est plus le délire Après, là, ce que tu fais là, c'est très fort. Ouais. Tu sais, en vrai de vrai, en toute humilité, je crois que c'est une de mes premières interviews. Je fais jamais d'interview. Et il y a ce truc en mode où c'est familial, où c'est des mecs de chez WAM et que je suis assez à l'aise. Ouais. Pour moi, je parle à un frérot du quartier. Voilà. Je suis pas dans ce truc où mon interlocuteur, c'est un mec qui est bobo parisien. Oui, tu vois, là, je me sens chez WAM. C'est pour ça que je suis à l'aise. Pour moi, c'est deux frérots qui parlent
de la vie en général. Ouais. Non, c'est bien. En plus, il y a qui à Daouda. Ouais, bah, Daouda, Pépito, c'est mon équipe. Ça, c'est mon équipe, frérot. Et même, tu vois, ça veut dire que quand je vois mes frérots qui viennent là, je me dis, vas-y, on va. Au moins, c'est un bon exercice et je viens le faire avec un refrain. Voilà. Tu vois, et en plus de ça, si on a un message, putain, ça me donne de la bouteille. On peut passer un message au petit. Ouais. Bah, je suis preneur de ouf. Moi, j'aurais bien avoir un. Tu sais, quand je sors du théâtre et qu'il y a des petits Renois, des petits rebeux qui me pêchent en mode ouais, j'ai envie de faire comme moi. Mais moi, ça me touche de fou, frère. Exactement. Ça en fait, me touche. Qu'ils aient envie de faire quelque chose, pour moi, si toi, tu arrives à les motiver à avoir envie de faire quelque chose, pour moi, déjà, tu as réussi. Bah, parce que c'est même malgré nous. C'est malgré nous. Hein. Les gens, ils vont nous prendre pour des exemples. Malgré nous, moi, c'est pas mon but premier. Moi, mon but, c'est très égoïste. Hein. C'est de me kiffer, de faire un kiff, de m'exprimer. Et après, bah, on te donne un statut où on dit, ouais, j'ai envie d'être comme lui. Frère, moi, c'est même, je me rappelle, moi, avant que je sois comédien, mon petit-neveu qui porte mon prénom, donc le fils de ma sœur, il disait à sa mère, ouais, moi je veux faire comme tonton Ibrahim. Il disait pas comédien, il disait chauffeur de taxi, parce qu'il voyait que je voyageais, parce que je me sapais et tout ça. Tu kiffais ta life. Là, pour moi, c'était une réussite de me dire en mode chauffeur de taxi, mon neveu veut être comme WAM. Il porte mon blaze. Ah, j'avais réussi. Toi, tout à l'heure, tu m'as dit, je suis pas riche, mais pour toi, c'est quoi la définition de la richesse? Vas-y. Moi, en vrai de vrai, le fait de pouvoir ne pas avoir à regarder le prix de ce que tu veux acheter, pour moi, t'es riche. Ouais. Pour moi, si t'es en mode... pour moi, là, t'es bien. Tu regardes pas parce que tu le connais ou tu le regardes pas parce que tu sais qu'il y a... C'est quelque chose... Mais après, tu vois, en ce moment, genre, je mange bio. Genre. Ouais, j'ai vu ta bouteille. Je mange bio, genre. Et mais c'est bien. Quand tu vas dans des magasins bio et que tu es là en mode juste parce que c'est bon pour la santé et que tu n'as pas besoin de faire des calculs de combien ça coûte, t'es yam, frère. T'es yam. Tu vois, quand je te disais pas excès d'humilité, mais je te disais avec tes potes, machin, demain vous allez en vacances, tu vas les ramener dans un magasin bio, ils vont te dire peut-être tu te prends pour qui. Et tu penses que le tchèp que j'ai mangé tout à l'heure, il était bio? Non. Frère, je sais m'adapter, t'es fou. Quand je dis, j'arrive demain, prépare un tchéboudienne bio, elle va me dire, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas si... Attends, le riz, c'est pour ça que je te dis ça. Le riz, ouais, tu peux en faire un bio. Tu peux en faire un, mais non, mais frère, c'est là où je te dis qu'à un moment donné, je suis lucide, frère, je peux appeler ma daronne, lui commander un tchéboudienne bio. Tu crois que je suis un bobo de fou? Non. Même mes refrains, ils vont me lapider, mes frères, qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est juste, j'aime bien. Je descends de ma salle de sport, il y a un truc Biocop, j'achète. Et c'est bien, parce que toi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tes frères, je les croise, c'est des travailleurs, ils sont là... Ils peuvent, je sais pas, hein, jusqu'où je sais pas quel niveau de vie t'as, hein, mais ils peuvent te faire redescendre sur terre en mode calme-toi. J'aurai même pas le temps de décoller qu'on va me balayer, frère. Non, c'est bien. Non, franchement, ça tue. Ouais. En tout cas, merci Ibrahim. Hein. Avec grand plaisir. Et franchement, tu repasses quand tu veux. Avec grand plaisir, vraiment. Et vraiment, Inch'Allah, normalement, je reprends à la rentrée. Si à la rentrée, t'as des gens qui veulent venir voir le spectacle, je mets des invitations avec grand plaisir à ceux qui veulent découvrir le théâtre. Et c'est une belle pièce. C'est une putain de pièce d'un putain de metteur en scène qui s'appelle Alexis Michalik. Et je suis vraiment fier de jouer dans cette pièce. Et s'il y a des mecs du Havre qui veulent venir voir cette pièce, je peux mettre des invitations s'ils me préviennent une semaine avant, avec grand plaisir. C'est quoi? On te retrouve où sur Instagram? C'est quoi ton Insta? Sur Instagram, Ibra, IBRA, IDK. IDK. C'est quoi IDK? Avec Sulo, on avait une émission de cuisine. Ça s'appelait In the Kitchen. Je me rappelle, In the Kitchen. Vous avez fait le poulet yassa, j'aime trop la bouffe. Voilà, je me rappelle. C'était archi bien tourné, archi bien le truc et tout. C'était autoproduit et tout, on faisait ça nous-mêmes. C'était lourd. Je sais pas pourquoi j'ai gardé IDK. D'accord. Simplement. In the Kitchen, c'est fini? C'est fini, frère. Non, c'était lourd. Le poulet et tout. Mais c'était archi bien filmé. Ouais, c'était bien, franchement. Vous aviez un caméraman? Ouais, si, on avait quelqu'un. Ouais. Ah voilà, c'était carré. C'était carré. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir, frérot. Merci à vous. Ciao.